Let's go. Ok, salut à tous. Bienvenue sur l'épisode numéro 3 du podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir, Mathieu. Du coup, Mathieu, l'idée du podcast, là, aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu comment on va pouvoir communiquer ta philosophie d'entraînement. Parce qu'on s'est entraîné beaucoup ensemble. Tu as une très bonne philosophie d'entraînement, une très bonne approche du sport. Et du coup, on va essayer de voir, dans un premier temps, ta philosophie du sport, pourquoi elle a changé avec l'achat de ta maison et pourquoi, en fait, la bascule de 20 ans à 30 ans, elle n'est pas la même, parce qu'on n'a pas les mêmes obligations, on n'a pas les mêmes responsabilités. Et du coup, on va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble, si ça te va. Pas de problème. Du coup, toi, globalement, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 10 ans. 10 ans que je m'entraîne assidûment. 10 ans que Ouais, tu j'ai t'entraînes commencé, assidûment. j'ai 29 ans, j'avais 18 ans. Fin de mes 18 ans. Tu avais commencé par quoi? Musculation. Enfin, un Muscu peu avant classique. ça, 1 an ou 2 ans avant ça, je m'étais vraiment mis au sport. Parce qu'avant, j'étais à l'adolescent un peu en surpoids, pas trop confiance en lui. Et donc, déclic, j'ai commencé le sport. Donc, course à pied. Ouais. Course à pied à fond, à fond, à fond. Et après, donc c'était ça vers 2014-2015. Et c'était un peu l'émergence, tu vois, tous les Thibaut InShape, tout ça sur les réseaux. Ouais. Et là, tu as envie de leur ressembler. Du coup, je me suis inscrit en salle de musculation. T'avais fait Basic Fit à l'époque? Non, c'était une salle près de chez moi, petite salle familiale. Ouais. Donc top Qui pour existe commencer. plus, Qui existe encore, qui a changé de propriétaire et qui existe encore. Ok. Qui a réussi à survivre. Et full musculation pendant plusieurs années. Et après, évolution, comme on va en parler, du training. Donc, imaginons qu'on prenne un petit peu tout depuis le début. Toi, si tu devais un petit peu résumer comment tu t'entraînais il y a 10-15 ans et comment tu t'entraînes maintenant, quelles sont en gros les deux grosses différences que tu vois? Il y a 10-15 ans, je m'entraînais sans trop réfléchir, on va dire. Ouais. Prenais un programme que tu avais sur YouTube ou sur Google et puis tu le suivais. Sans trop de réflexion sur l'impact que ça pouvait avoir sur ton corps, en fonction de ta morphologie, de tes points forts, points faibles, etc. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Ok. J'essaie vraiment de viser l'aspect longévité, santé, avant la performance. Avant la performance, mais il y avait quand même... toujours un objectif de performance. Toujours un objectif de perf. Je vais pas chercher à performer pour me blesser à tout prix ou me faire mal ou que ce soit contre-productif pour ma vie de tous les jours après. Ok. Là, actuellement, ton volume, c'est quoi? Je suis entre 5 et 6 entraînements semaine. Ok. Mais c'est plus sur des entraînements de 45 minutes, 1 heure. L'intensité varie. Je vais faire 3 grosses séances, on va dire, et 2 à 3 petites séances un peu plus légères, récupération, tout ça. Ok, donc 3 grosses séances, on va dire force. Ouais, c'est ça. Ouais. Force, puissance. J'essaie de travailler un peu tous les aspects, puissance, explosivité, force, endurance, mobilité. Donc je répartis ça un peu sur ma semaine. Et c'est jamais vraiment les mêmes semaines, j'essaie d'adapter en fonction de mon planning à côté. Ouais, en fonction des obligations, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, donc Exactement. tu fais 3 grosses séances, entre guillemets, intensité élevée. Voilà. Et 3 grosses séances à peu près. Un peu plus légères, un peu moins longues, ou même durée, mais un peu plus cool, on va dire. Et là, systématiquement, cardio et force, ou alors tu coupes force et cardio? Ça dépend. Là, je vais bientôt investir dans un appareil de cardio. Du coup, je pense que je vais faire mon cardio le matin, au lever, à jeun. Ouais, c'est ce que j'aurais... Ouais. Et le soir, séance fonctionnelle. Ok, voilà. Ça marche. Bon, on parlera après, de l'invest. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a permis, on va dire, de durer aussi longtemps? Parce que toi, tu as quand même une grosse fracture à partir du moment où les gens commencent à travailler, où là, il n'y a plus personne à la salle. Clairement. Tu vas à Fitness Park, il y a en gros des jeunes déchargés qui sont là depuis 30 ans. Et des papiers et mamies qui viennent... Des papiers et mamies qui viennent faire de la marche inclinée. Je pense que j'ai eu la chance. Mon premier emploi, j'étais loin de ma famille. Je travaillais dans le Jura, donc j'étais tout seul et j'avais rien à faire à part m'entraîner et bosser. Donc c'est les premières années de mes entraînements et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est vraiment rentré dans mon quotidien de m'entraîner. Du coup, quand je suis revenu dans la région, que je pouvais voir ma famille, mes amis beaucoup plus régulièrement, j'avais toujours cette habitude, parce que c'est maintenant une habitude de m'entraîner. Et je pense que ça m'a permis de
de pas lâcher, entre guillemets. Même s'il y a toujours des moments où on s'entraîne plus ou moins, des moments de la vie qui font que je peux un peu moins m'entraîner ou moins bien. Je pense que si on lisse tout ça sur mes 10 ans d'entraînement, c'est assez constant. Ok, d'accord. Donc, nous, on s'est connus quand tu étais déjà revenu du Jura. 2022. Oui, je suis revenu en 2018. 2018. Et on s'est connus en 2021. 2021, j'étais tout jeune diplômé. Ouais, 2021. J'étais tout frais sortant. Ouais, parce que t'es venu quoi? T'es venu en octobre? C'est en octobre 2021. Ouais, fin d'année. Non, pardon, j'ai dit des bêtises. C'était 2022, c'était avril ou mai 2022. Quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même moins d'un an. Parce que moi, du coup, je suis diplômé 2021. Donc, ouais, effectivement, moins d'un an après. C'est ça. Et à l'époque, t'étais venu, c'était pour ton épaule, je crois. C'était épaule, donc toute la chaîne scapulaire, en fait, qui était dans les choux. Qui était dans les choux. Inexistante, donc dû à des erreurs d'entraînement. Ouais, que t'avais fait beaucoup de poussées, je n'étais pas écouté. Voilà, c'est ce qu'on disait. Tu prends un programme sur les réseaux ou sur Internet et puis tu copies-colles. Ouais. Donc, malgré du coup les blessures que tu as eues, donc tu t'es fait, tu as eu l'épaule. On a rééquilibré quadriceps. Ah oui, c'est vrai. On a rééquilibré le quadriceps. La fois. Et il y a un peu plus d'un an, l'ischio qui a failli péter. Mais ça, c'est vrai, qui a failli péter. Sur le sprint, c'était sur le sprint. C'est ça. Ok, donc quand tu as un signal d'alerte comme ça te fait pas peur? Maintenant, oui. Avant, je ne l'aurais pas écouté et j'aurais peut-être eu peur, mais maintenant, je sais que quand tu es bien suivi et que tu sais que en adaptant ton entraînement et tes exercices, ça va se réparer vite et bien, en fait, tu n'as pas peur. Ouais, puis maintenant que tu sais plus t'entraîner, globalement, tu arrives plus à te dire là, en fait, je peux quand même faire de la zone 2, là, je peux quand même faire ça, là, Exactement. Je peux quand même faire ci. J'adapte mes charges, je change la manière. Je vais faire le même exercice, par exemple, mais d'une manière différente. Et ça va être que bénéfique. Et au final, tu recules pas parce que tu continues de t'entraîner et tu répares ce qui est, entre guillemets, cassé. Ok. Et à quel moment, en fait, tu t'es dit, ok, là, mon corps, il est bien, je suis bien, je vais pas m'entraîner pour la perf, mais je vais essayer de faire un entraînement qui va me servir ma vie, plus que me la flinguer pour de la performance. Même si tu faisais de la compète à un moment, non? Non. T'as jamais fait Non, j'ai jamais fait de compète, mais je m'entraînais, on va dire, tout comme, entre guillemets. Ouais. Et du coup, ce shift-là, tu l'as fait quand? Et du coup, je suis venu te voir en 2022 pour l'épaule. Tu m'as suivi pendant un an, on va dire, régulièrement. Épaule, genou. Voilà, et peu de temps après, je dirais même dans la foulée, j'ai découvert Marcus Filly, dont tu m'avais parlé. Voilà. Et donc, quand tu te renseignes un petit peu sur sa philosophie d'entraînement, et en fait, tu te rends compte qu'il a raison. Et que passer 25 ans, vouloir s'entraîner pour faire de la compète, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que de toute façon, le sport de haut niveau, à 25 ans, commencer à 25 ans, c'est très rare de performer à des hauts niveaux. Surtout si tu n'as jamais rien fait avant. Quoi. Exactement. Tu commences, je sais pas, il y a 2-3 sports où tu pourrais commencer, ça pourrait le faire. Mais c'est des sports qui restent assez niches. Après, il y a le trail, par exemple, c'est un peu différent, où justement, tu performes quand tu es plus vieux et que tu as plus d'expérience, mais des sports de performance physique pure, je dirais, où tu as moins de gestion, comme de la force athlétique, du crossfit ou de l'athlétisme. Commencer à 25 ans, espérer performer comme des jeunes de 20 ans qui ont 15 ans d'entraînement dans les pattes, faut même pas y penser. Non, c'est clair. Histoire de résumer un peu l'approche de Marcus. En gros, l'approche de Marcus, c'est quoi? C'est mouvement fonctionnel, systématiquement, mouvement dans les 3 plans de l'espace, systématiquement, et prise en compte globale du volume, avec un volume qui est vraiment bien géré, et une approche qui est vraiment optimale aussi sur la nutrition. Il est moins connu sur la nutrition que sur le training. C'est ça. Mais du coup, nous, on a fait Persist. Du coup, ça prog, C'est ça. On a quand même fait la prog pump, histoire de plus un peu de compète. Je crois que c'était compétition qu'elle s'appelait, où tu avais des WOD un peu crossfit. Des WOD crossfit, ouais. On a fait les WOD crossfit parce qu'après, à la fin, on s'est chauffé. Et du coup, on a fait ça 1 an et demi. Parce que du coup, moi, je montais le cabinet. C'est ça. Et puis après, du coup, moi, je me suis entraîné au cabinet. Et toi, tu as monté ta maison. C'est ça. Et tu as monté au home gym. Et c'est là le gros du truc. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi là, c'est la première chose que tu as fait. Parce que tu m'avais dit que quand tu avais visité la maison, tu t'es dit, ah là, il y a un garage, ça c'est pour moi. Et j'avais vu la dernière fois
une vidéo de Marcus, tu sais, il présentait sa maison. Et en fait, il disait moi, ma femme, elle regardait le salon, elle était à l'étage avec l'agent IMO. Et moi, je regardais en bas, il calculait la hauteur pour savoir s'il allait mettre son rack et tout. Et du coup, comment tu as priorisé un petit peu ton home gym? Comment ça t'est venu? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Et voilà, dis-nous tout. Le home gym, je pense que c'est un rêve quand tu t'entraînes. Ouais. Quand tu côtoies les salles commerciales ou des box de CrossFit, des choses comme ça, déjà, c'est un budget. C'est des contraintes parce que c'est pas chez toi. Du coup, il faut quand même que tu adaptes un petit peu ta journée pour intégrer le fait d'aller à la salle. Ouais. Et c'est pas ton matos, c'est pas chez toi. Du coup, là, quand on a visité la maison, j'ai vu un garage et vu que j'ai toujours voulu pouvoir m'entraîner chez moi, go, hein. Ouais, tu t'es dit en avant. De toute façon, c'était le moment où on débloquait tous nos fonds, où on allait dépenser pas mal d'argent pour refaire la maison. Donc, intégrer ces dépenses pendant les travaux, c'était le plus judicieux. Et du coup, c'est ça le déclic. Ouais. Achat de la maison et réaliser un rêve, entre guillemets. Et alors, pourquoi tu as décidé de faire le home gym? Alors, il y a le côté financier là, que tu viens de nous dire, mais pourquoi tu t'es dit, tiens, maintenant? T'avais peur de briser la chaîne? Déjà, le concours de circonstances fait que la salle où je m'entraînais fermait la semaine où on a emménagé dans la maison. Elle fermait définitivement. On allait où? On allait à Fitness Frouard, Fitness Park Frouard, qui a fermé en juillet 2025, donc juillet de cette année. Et nous, on a emménagé en juillet 2025. Et en ayant anticipé ça, j'ai acheté une barre, des poids, des dalles. Et puis j'ai commencé... Et un rack aussi? Un rack, c'est venu 2-3 semaines après quand même, mais le rack, lui, dans la foulée. De toute façon, je ne pouvais plus m'entraîner ailleurs. Donc, le seul moyen, c'était de m'entraîner chez moi. Et tu t'es dit, là, je fais une dépense santé, je fais un invest. Comment tu l'as vu? Je dirais pas un investissement. C'est plus une dépense santé et confort personnel de pouvoir s'entraîner chez soi quand on veut, comme on veut. Donc, je compte pas l'amortir parce que je sais que vu le prix que j'ai mis, il faudrait des années et des années d'abonnement dans une salle pour que ce soit amorti. Mais au niveau confort et plaisir, c'est... Ouais, puis en termes de temps gagné, parce qu'en fait, au final, tu fais ton aller-retour, t'en as pour 30 minutes, même si la salle est à 10-15 minutes, tu arrives, tu badges, tu te changes, machin. Les horaires, faut que je me souviens quand on s'entraînait, moi ça va, je faisais rien de la journée parce que je bossais le matin pour développer le cabinet, mais on se donnait rendez-vous à 15h, on était au milieu de l'après-midi, il n'y avait personne dans la salle, tout le monde commençait à arriver à 17h30, nous on se barrait. Donc c'est vrai qu'on avait tout le temps les machines et on avait tout le temps les haltères qu'il fallait et tout. Donc on était archi bien. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai goûté au luxe de m'entraîner sur le lieu de travail, parce que moi c'est mon cabinet et c'est en même temps ma salle de sport, donc ça change complètement. Toi en termes de chiffres, dis-nous tout, combien t'as mis? Là à l'heure actuelle, on est autour de 3 000 €. 3 000 € pour une barre. Ok. Une barre quand même de qualité, important. Des bumpers, donc des poids en caoutchouc. 10 mètres carrés de dalle au sol. Un rack. Des sandbags. Ok. Et 2-3 autres accessoires. Donc on est autour de 3 000 €. Et là, je vais acheter un bike erg. Ouais. Donc 1 500, grosso modo. Concept 2, ouais. Concept 2, ouais. 1 500. Et après, je réinvestirai dans 2-3. J'aimerais bien une deuxième barre, des kettlebells, des haltères. Je pense que tout fini, pour être vraiment bien comme je le voudrais, on serait autour de 5-6 000 €. Ouais, 5-6 000 € d'invest. Du bon matériel quand même. Du bon matériel. Donc ça veut dire, en gros, si tu calcules 5 000 €, allez, on va dire à la louche 5 000 €, ça te fait quoi? Ça te fait 20 ans d'abonnement? C'est ça. Ça te fait 20 ans d'abonnement. 20 ans d'abonnement. Là-dedans, tu prends pas en compte l'essence, l'amortissement de tes kilomètres de ta caisse. Les éventuelles augmentations d'abonnement. Les augmentations d'abonnement qui vont arriver, forcément. Le temps d'attente que tu perds pas parce que tu as direct tout matos. Et la longévité, parce que du coup, pour la barre, t'as pris, quand tu parles de bonne qualité, tu as pris une Rogue, comme moi. On en a parlé X temps. Voilà. Concept 2, le bike erg, c'est à vie. Ouais. Si c'est bien entretenu. Les dalles, j'ai pris je sais plus la marque, je crois que c'est Fit & Rack ou un truc comme ça. Pas sur le site Fit & Rack. Ouais. Dalle de 3 cm d'épaisseur. Ah, j'ai pris 3 cm? Ouais, c'est pour protéger un peu la dalle du garage quand même. Et j'ai pris aussi des crash pads. Ah, en plus, ouais. Voilà. Ah oui, tu as plus les crash pads, ouais. Altéro, pour la partie altéro. Voilà, c'est ça. Ok.
Donc ouais, je pense 5-6 000 euros pour avoir une salle finalisée et le reste, ce sera du plus. Ce sera pour se faire plaisir, quoi. Ouais. Et donc là, bike erg. Tu vas rajouter quoi après le bike erg? J'aimerais bien un ski éventuellement, un ski erg. Ouais, ski erg. C'est toujours Plus, intéressant. Voilà, mais ça, c'est du plus. Racheter des dalles, kettlebell halter. Et une deuxième barre pour ma copine. Ok, ouais, donc une barre de 15. Une barre de 15 ou ouais, ce serait bien. Ok, et en termes de barre, du coup, t'as pris Rogue, t'as pris la Ohio. Ouais, T'as pris la Ohio, donc la Mix. ouais, c'est T'as ça. pas pris la Power? Non. Ok, Non, donc pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui connaissent pas du tout les barres, il y a deux types de barres. Il y a les barres force, il y a les barres mixtes, entre C'est ça, guillemets. training, Les ils barres appellent mixtes, ça. vous les reconnaissez, il y a deux bagues sur la barre. C'est ça. Les barres force, il y a une seule bague et elle est plus centrée, ce qu'on appelle sur le knurl. Et ensuite, il y a les barres altéro qui sont du coup plus larges et qui Plus du souples. coup sont un petit peu plus souples Ouais, c'est et ça. qui ont un flex plus C'est ça. important. Et Après, sur le matériau, t'as pris quoi? c'est du black zinc, c'est pas de l'inox. C'est du black Parce zinc. que le prix d'une barre en full inox, ça, tu rajoutes 50-60% au prix d'une Ouais, barre ouais. classique. Mais Donc par voilà, contre, tu rajoutes, tu rajoutes des pour le espérances coup, de vie. je pense que dans 2000 ans, elle est encore Oui, là, la c'est barre. ça. Après, bon, là, je l'entretiens, je la nettoie régulièrement. Ouais. Voilà, Oui, je c'est fais pas une gaffe à black zinc qui va l'oxydation. vieillir comme Voilà, c'est ça. C'est ça. une barre de salle de sport, quoi. De salle de sport qui n'est pas entretenue, Ok. tout ça. Mais c'est quand même le black zinc de chez Rogue. Ouais, c'est ça. C'est Et pas ce le que je zinc. voulais pas du tout, c'est le knurl central, donc la partie râpeuse, le grip au centre, parce que quand Ouais. tu fais de l'haltéro Ouais, ou mais du c'est front affreux. squat, que tu l'as ici, c'est horrible. Ouais, tu te souviens quand on faisait Ouais, voilà. des cleans là Avec ta barre, avec ma barre, avec ta c'était barre de atroce. force, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment un de mes critères. Et ouais, j'essaie de prendre du bon matériel et pour que ça dure dans le temps. Donc pour la partie matériel, je le vois plutôt comme un investissement pour que ça dure dans le temps. Mais la salle en elle-même, c'est plus vraiment le côté santé et plaisir. Si je l'amortis pas, bah tant pis. Oui, Tant pis. ok, d'accord. Ouais, mais tu as vraiment vu ça, tu Ouais. t'es dit, ok. C'est une passion en fait. Ouais. Quelqu'un qui est passionné de vélo ou de maquette, je sais pas, il regarde pas à la dépense. Mm. Il se fait plaisir et il kiffe. Ouais. Après, tu conseillerais quand même à tout le monde d'investir quand même un minimum dans un espace santé perso? Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, en fait, obligé. je pense que c'est Je un pense des que c'est des gros leviers quand tu achètes une baraque C'est ou ça. même que tu as un chez toi, d'avoir vraiment ton espace C'est perso. ça. Moi, je me souviens quand j'avais mon 30 mètres carrés à l'époque, place des Vosges à Nancy. C'était mon tout premier appartement. J'avais poussé la table. J'avais décidé de pas d'avoir de table de table pour recevoir. Ouais, je me suis ouais. dit, tant pis, je reçois personne, je m'en T'en fous. fous. Mais j'avais la place pour un tapis de yoga que ma sœur m'a offert à l'époque d'ailleurs, pour mes 18 ans, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui est incroyable ce tapis. La marque n'existe plus. C'était, je sais plus quoi, yoga, enfin bref, trop bien. Et c'était mon premier home gym, donc 24 € le home gym, je crois. Elle avait acheté 24 € le tapis de yoga. Et ça suffit parce que je m'envoyais des trainings à base de 1000 burpees for time, tu vois. Donc le truc dégueulasse. Donc, tu te prends 2 heures et Ça prend 2 séché. heures, t'es séché, mais au moins c'était bien. Et là, du coup, moi au cabinet, du coup, j'ai quand même pris de l'inox. Ouais. C'est pour la barre. Bon, toi, elle est beaucoup plus utilisée que moi. Moi, elle est utilisée toute la journée. Tout le temps, donc il faut quand vraiment même mettre de la l'utiliser qualité. toute la journée. Faut mettre le budget. Nettoyer souvent, mais il y a quand même des produits que tu dois mettre Là, sur l'inox, pour l'inox qui sont quand même un peu agressifs, tu vois, comme c'est pour les normes d'hygiène. Et si je résume, en gros, pour les barres, pour ceux qui nous écoutent, il y a le chrome. Donc le chrome, c'est des barres qui sont encore plus souples et qui vieillissent globalement plutôt mal parce que ça rouille. Ouais. Ensuite, il y a le zinc classique. Ensuite, il y a le black zinc. Donc le black zinc, c'est une augmentation du zinc, tu sais, qui est faite par Rogue, qui fait qu'en fait, il garde la souplesse de la barre sans corrompre, je ne sais plus quel pourcentage de métal il y a. Et ensuite, il y a le revêtement Cerakote. Avant, je crois qu'ils font un e-coat. Chez Rogue, il y a he-coat, je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment, c'est un Cerakote un peu plus entrée de gamme. Ouais. Et ensuite, il y a l'inox. Et l'inox, pour le coup, je crois qu'ils ont fait des tests. Je mettrai le lien dans la description. Ils ont fait des tests chez Rogue et en gros, ils ont mis 30 millions de vibrations à une barre Rogue
Après, tu sais, ils ont comparé, tu sais, ils aiment bien en Oui. plus. Tu sais, ils mettent Eleco, C'est un Rogue, peu la guéguerre. hein, la guéguerre, tu vois. C'est normal. Et du coup, ils ont mis des barres. Et tu vois qu'en fait, au bout de 30 000 reps, je crois qu'il y a la chrome qui claque. Et au bout de 900 000 reps, je crois qu'il y a la zinc de je sais plus quelle marque qui claque. Et en fait, à la fin, ils accélèrent la vidéo et tu vois les trucs qui montent. Et je crois que l'inox, ils arrêtent à 30 millions de reps. Oui. Et en fait, elle n'a C'est pas bougé. improbable. Tu vois, C'est improbable. et la Cerakote a un peu bougé, ou je crois qu'elle claque à 15 millions, un truc comme ça. Mais du coup, si vous avez le budget, globalement, barre en inox, clairement, oui. c'est le mieux. Le mieux, c'est d'avoir un petit pack de barres, donc une barre de force, histoire d'être stable sur le squat, une barre d'haltéro spécifique. Tu sais, ils ont fait une barre, la Rogue, là, bon, elle est incroyable. C'est la barre du grec, là. Elle doit être à 800 ou 1000 elle euros. est à 800 balles, mais ouais. bon, c'est une Rolex, quoi. C'est ça. Donc, pareil, garantie à vie, ça c'est quand même bien. Ouais. Du matos garantie à vie, c'est Ouais, quand ouais. même assez ouf. Et peut-être une barre de crossfit, Une barre un de peu training pour faire du un peu cycling, moins cher. en haltéro. Tu t'en fous un peu si elle, Ouais, là, tu peux si mettre elle prend. à la limite, tu prends une très très bonne barre en force inox. Ouais. Tu peux prendre, bon, allez, une Cerakote ou une Black Zinc en haltéro. haltéro. Et bon, après, les barres. T'as d'autres marques un peu moins connues qui font des barres plus accessibles et au pire, si elle n'est pas de très bonne qualité, c'est moins grave. Ouais, t'as quoi Si c'est pour faire des WOD, c'est pas très gênant. Oui, de toute façon, si c'est pour la balancer par terre, Voilà, et c'est tu ça. te dis, bon, bah voilà, je l'ai pour 20 ans, et de toute façon, C'est ça. dans 20 ans, je la bazarde. Ouais, t'as d'autres marques. Après, voilà, on va pas citer les marques pour pas les, pour pas les défoncer. Mais ok, bon, par contre, on parle de matériel, mais on est d'accord que selon toi, pas forcément le matériel qui fait Pas du tout. l'athlète. Qu'est-ce qui, pour toi, serait vraiment le strict minimum? Minimum. Si on est en appartement, bah, un tapis. Un bon tapis pour juste se protéger le sol. Des élastiques. Ouais, bah oui. Parce que tu peux tout faire avec des élastiques. Et vraiment, le strict minimum, je pense que c'est ça. Un tapis, des élastiques, et tu peux déjà t'entraîner convenablement, entre guillemets. Et après, s'il y a un peu plus de budget, bah, éventuellement un banc. Ouais. Ça sert toujours, un banc, pour faire, je sais pas, des fentes bulgares, un développé couché. Et s'il y a encore du budget, une barre et un set de poids. Ouais, donc toi, tu ferais tapis. Ouais, j'ai commencé sans rack, moi. J'ai fait un mois sans rack. Bon, c'est vite limitant quand tu fais de l'entraînement fonctionnel, mais je m'en suis sorti. Ouais, parce qu'au final, si tu veux faire ta strict press, bah, tu fais ton clean. Exactement. Tu fais ton strict Exactement. press. Et puis après. Tu peux faire du floor press ou du développé couché. Ouais, oui, tu peux faire du floor press, voilà. ouais. Mais sinon, si tu veux vraiment une vraie salle, entre guillemets, complète, un rack, une barre avec des poids, un banc et des bonnes dalles. Ouais, c'est vrai. Et des élastiques. Parce que ça sert et des toujours. élastiques pour l'échauffement, Voilà. pour les petites blessures, Voilà. pour rattraper les petits c'est déficits. Donc si tu devais repartir, toi, avec un budget de 500 balles. 500 euros. Bah, si on veut prendre de la qualité, je prendrais une barre. Ouais. Et des poids, ce que je peux me permettre avec les poids. Et après, si tu n'as vraiment que 500 euros, il y a quand même des produits, entre guillemets, un peu plus abordables dans des grandes marques, des grands magasins de sport, où tu peux t'en sortir avec une barre, des poids, un rack, pour 500 euros. 500 balles. Après, est-ce que tu mettrais quand même dans un rack malgré 500? Ou alors est-ce que tu te dis, bon, pour 500 balles, en vrai, vaut mieux prendre une paire d'haltères en 22,5, histoire de pouvoir faire... Ouais, oui, ou des haltères réglables. Ouais, les fameuses Décathlon que tout le monde a eu. Tu les as eu, voilà, ceux-là, ou pas? Je les ai encore. Je les ai encore. Moi aussi, ils sont J'ai chez même moi. des haltères réglables que j'avais achetés sur Amazon pour le confinement, qui vont à 20 kilos. Et j'ai fait tout mon confinement avec ces haltères-là. Ouais. Et oui, ça reste des haltères réglables. Sinon, ouais. Comme ça, tu cumules plusieurs poids. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, je crois que mon premier investissement que j'avais fait, je me souviens, c'était avec la paye que j'avais eue quand j'avais bossé dans les vignes. J'avais dit à ma mère, à maman, tu m'emmènes à Décathlon, il faut que j'achète des poids. Je crois que j'ai 14-15 ans. Et j'avais acheté le fameux pack, tu sais, que la tu mallette, visses, là. La mallette que tu visses avec les deux haltères de 10 ouais. kilos. J'en ai parlé avec L'haltère ou les deux haltères de 10 kilos, je crois. Ouais. Que tout non, le monde il va a jusqu'à eu. 22,5, je crois. Ah ouais? Ouais, moi, le mien, moi, c'était un pack 22,5. Ouais, moi, j'avais deux haltères de 10 kilos dedans.
Ah, ok, toi, t'avais le double pack. Ouais. Et j'en ai parlé avec un patient il y a pas longtemps. Je lui disais, t'as eu la mallette aussi? Il me dit, bah ouais, moi Tout je le monde l'ai, je l'a la eu. garde. Ouais, C'est ça. mon premier invest et tout. Ou la barre de Donc, traction que tu fous entre les, ouais, la les fameuse ouvertures barre de porte. traction. Ouais. Donc ouais, effectivement, en vrai, je pense que moi, je serais plus pour dire, plutôt que de d'acheter un rack, Mhm. si tu veux, entrée de gamme, je serais plus pour dire, ok, 500 balles, je m'achète une vraie paire d'haltères, tu sais, modulables, Ouais, une barre de traction, des élastiques, un banc. un banc, mais un banc, pas forcément un banc, tu Non, un sais, banc plat. inclinable, un banc Ouais. plat. Comme ça, je le garde pour vraiment, Oui, puisque t'es pas finalement, obligé de mettre tu fais tout avec beaucoup, ça. ouais. Tu Ou fais même tout. un banc, tu sais, moi à la maison, un banc Ouais, je Alinéa, vois, ouais. tu sais, Ouais. le banc à la con, ou Bon, même un un banc de salle minimum des solide fêtes. quand même. Bah attends, t'as vu le gars, je sais pas, tu t'as vu le mec Mister Univers là, qui s'entraîne dans sa porcherie? Ouais. Et ben lui, Ouais, il est énorme. en gros, il a un physique Ouais. impressionnant. Et lui, tu regardes, il a le pack Alter 22.5. Tu vois qu'il fait des curls. Bon, il fait des curls à 35, le salaud. Mais Il y a une barre de traction, ça doit être une barre de une traction. barre en inox Non, ou je en crois que ferraille c'est un truc, tu sais, qu'il a fait, qu'il a fait lui-même. Ouais, un c'est truc ça, ouais, c'est ça. forgé. Voilà. Il a réhabilité sa porcherie. Et le mec, bah, il a un physique incroyable. Et je pense pas qu'il ait du matos de ouf. J'ai vu qu'il avait un tirage vertical. Mais pareil, ça doit être un truc qu'il a dû récupérer dans une salle de sport parce que tu sais, c'est les anciens mécanismes. Je vois. Ouais, on Les avait ça vieux tirages dans que les vieilles t'as. salles C'est ça, ouais. du lycée. Mm. Mais par contre, ça marche super bien et Oui. en fait, en vrai, c'est cool. robuste. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus grand-chose Bah, pour c'est ça. pas le matériel qui va faire la qualité de tes entraînements. Clairement Ouais. pas. Non, clairement, ouais, c'est sûr. Plus Avec, de matériel, c'est égale ça. pas forcément Un sac de ciment, bah, tu fais un meilleur de sandbag, résultats. tu t'entraînes quoi. Bah, d'ailleurs, le sac de ciment, quand tu vois les mecs qui ont fait du BTP pendant Mm. des années avec des sacs de 50 kilos de ciment, tu regardes un peu le physique, tu dis ouais, bon, Ouais, en ils fait, sont un costauds. sandbag, Et c'est ils pas mal. sont jamais vraiment entraînés. Juste, ils ont bossé quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Voilà. ils ont. Et Ouais. ils sont plus fonctionnels, je pense, que la plupart des gars que tu vois en salle de muscu. Ah bah ça c'est clair. Parce Les mecs que, qui font que de la machine voilà, en tirage c'est ça. vertical, ouais, c'est clair. Toi, ton home gym, est-ce qu'il t'a permis de faire des choses en plus que tu n'aurais pas fait en salle ou pas? Est-ce que Ouais. genre tu t'es dit Bah ouais. ouais, J'ai pas à me soucier de. Il y a quelqu'un qui utilise la machine que je veux utiliser, il y a quelqu'un qui est sur le rack ou qui a la barre que je veux utiliser. Là, je peux faire mes enchaînements comme je veux, je m'entraîne comme je veux, quand je veux, le jour que je veux. Si je veux dropper une barre, bah, je peux. Alors qu'en salle, c'est un peu mal vu, Ouais, je me souviens, surtout quand tu quand fais de t'avais fait l'haltéro. Voilà. le cycling là, avec Ouais, la ouais. barre d'haltéro, là, qu'on faisait tomber les barres. Donc, laisse tomber. c'est un peu moins bien vu. Et je fais les mêmes exos, mais c'est beaucoup plus confortable. Ouais. C'est surtout à ce niveau-là. Est-ce que t'as permis de faire des exos supplémentaires que tu n'aurais pas fait si tu étais en salle par, on va dire, peur du jugement ou quelque chose comme ça? Pas vraiment des exos supplémentaires, mais peut-être que tu le fais un peu plus librement, effectivement. Parce que quand tu fais de l'entraînement fonctionnel, tu as des exercices qui sont un petit peu, qui sortent un petit peu de la norme que tu peux voir dans les salles classiques. Donc, si tu es un peu timide comme moi, tu peux avoir peur du jugement. Donc, peut-être être un peu réticent à faire certains exos ou à les faire vraiment à fond. Donc là, oui, je peux vraiment faire les exos que je veux, comme je veux. Tu penses à quoi comme exo? Je sais pas, mais rien que quand tu fais des sauts, par exemple, ou de l'haltéro. Ouais. Enfin, j'ai jamais vu personne faire de l'haltéro en salle style les grandes chaînes qu'on connaît. Enfin, en tout cas, là où je m'entraînais moi. Ouais. Et les gens, ils regardent un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chelou. Après, Ou tu fais des WOD avec des box jump ou des trucs comme ça. Si t'es pas en salle de crossfit, les gens, ils te regardent bizarrement aussi. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Un peu Mais- moins maintenant, parce que c'est vrai que les salles ont tendance à avoir tout le temps une partie, avec l'Irox notamment, des parties un peu plus fonctionnelles. Donc tu vois de plus en plus d'entraînements typés un peu Irox ou CrossFit. Mais au début, que je m'entraînais, tu voyais un mec faire des sauts ou de la pliométrie ou des choses comme ça. Tu te demandais ce qu'il faisait. Ouais, tu penses que que ça arrive, quoi. Les Ouais, gens, ouais. ils se décomplexent un petit peu. Oui. Mais c'est vrai que, je sais pas toi ton ressenti, mais tu vois, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé j'ai commencé à m'entraîner, bon, déjà, j'y connaissais rien. Pareil. Et le truc, c'est que je voyais la force pas du tout de la même manière que maintenant. Tu vois, avant, je voyais ça en me disant c'est purement pour du muscle. Tu vois, alors qu'en fait, maintenant, je vois prévention des tendinites, longévité,
augmentation de masse musculaire, Testostérone, esthétisme, hormonal. réponse hormonale, réponse physiologique au stress. C'est la tu base vois. en fait. Et en fait, voilà. Et en fait, maintenant, je fais beaucoup plus de force pour, si tu veux, le côté réponse physiologique, réponse hormonale et prévention des blessures, plus que en mode Pour la body, parce que performance, c'est en bien de fait, soulever lourd, quoi. c'est bien de soulever lourd. Bon, après, je veux dire, on a un peu plafonné le truc. Bon, on pourrait toujours avoir un physique plus impressionnant, mais globalement, quand tu arrives à un certain poids qui correspond à ta taille, bon, après, ça reste du bodybuilding. Et après, c'est là que tu commences à te poser les vraies questions. C'est Est-ce ça. que tu veux être du body? Est-ce que tu veux être fonctionnel? C'est pas évident. Et C'est et pas toi, évident. à quel moment tu t'es dit, je veux faire partie de la team Marcus, team fonctionnel? Au début, quand j'ai commencé, moi, c'était bodybuilding, hein. J'ai vu l'ascension de Chris Bumstead, Ouais. donc ouais, le ok. mec, la légende de notre génération. Et tu veux lui ressembler et tout. Et donc, full bodybuilding. Et c'est quand j'ai commencé à avoir mes douleurs et que je suis venu du coup te voir que je me suis rendu compte qu'en fait mes années d'entraînement elles m'avaient servi à rien sur le plan fonctionnel. Enfin, sorti de la salle, tu fais rien. Mm. On revient au sandbag par exemple et tu me demandais de prendre un sandbag, même de 40 kilos. Ouais, tu savais pas le Je faire. savais Bon, pas le après, c'est faire. difficile, un sandbag. Tu Mais- bosses beaucoup au sandbag, toi? Ouais, beaucoup, ouais, en ce moment maintenant, ouais. Ouais. Mais J'aime- ça reste la base, pas comme tu vois un mec du BTP qui soulève des sacs de ciment tous les jours. Enfin, c'est la base en fait, ramasser des choses qui Un sont au objet du sol. sol instable, ouais. C'est la base. Ouais. Dont le centre de gravité, il est un peu, il est pas, c'est pas une barre, c'est la base. Ouais. Et ça, tu l'as pas en entraînement type bodybuilding. T'as pas tout l'aspect explosivité et puissance qui te permet de courir vite, de sauter haut, de faire ce pourquoi notre corps est fait. Et je pense que quand tu vas voir un kiné, notamment comme toi, qui a l'approche fonctionnelle, tu switches en fait. Ouais. Tu switches. Après, c'est vrai que je pense que le fonctionnel qu'a apporté Marcus Filly, il a été sous-coté à un moment. Ouais. Beaucoup. Là, il y a clairement maintenant la médecine qui montre que le fonctionnel est bien plus efficace que du pur développement, on va dire, analytique. Mais toi, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu t'es dit, il faut que je le fasse parce que c'est mieux? Est-ce que tu t'es dit, il faut que je le fasse parce que ça va durer plus longtemps? Et il faut que je le fasse parce que maintenant, je vais bientôt arriver sur mes 30 ans et en fait, si je veux durer dans le training, voilà. Est-ce que tu t'es dit, je vais faire du fonctionnel, comme ça je maintiens une masse musculaire et au moins les copains de mon fils, ils diront, il est solide ton daron. Ouais, c'est ça. Euh, J'avais fait un peu, je vais pas dire que j'avais fait le tour des entraînements de muscu type bodybuilding, mais ça me lassait un peu. Tu fais un peu toujours la même chose, on va dire. Plus effectivement la volonté de vouloir réparer mon épaule, de me rééquilibrer, parce que je me suis rendu compte que j'avais plein de déséquilibres, plein de points faibles. Et je pense que indirectement tu y viens en fait à l'entraînement fonctionnel. Et effectivement, comme tu dis, j'avais pas envie de perdre mon physique. ouais. Bon, même si j'ai pas un physique incroyable, mais tout ce que j'avais pu acquérir et que je rêvais d'avoir quand j'étais plus jeune, j'avais pas envie de le perdre. Et j'avais quand même envie de me rééquilibrer, de prendre en performance, que ce soit au niveau de la force et aussi au niveau du cardio. Ouais. Tout ce qui est aérobie, anaérobie. Et en fait, Marcus Filly, c'est entre guillemets l'évidence, l'entraînement fonctionnel. Et quand je me suis renseigné un petit peu, en fait, il y avait l'aspect force, l'aspect un peu hypertrophie, tout plein d'exercices que tu vois pas et que tu connais pas, donc c'est un peu attrayant. Et tu avais l'aspect WOD cardio en fin de séance. Ouais. Donc en fait, tout ce que je voulais à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, go, on va tenter. Et mon physique a évolué et bien évolué. De deux, mes performances ont évolué. De trois, pas de douleur. Ouais, c'est Et vrai. les douleurs que tu peux traîner encore un petit peu, elles s'atténuent. Ouais. Et de quatre, t'es performant, quoi. Oui, c'est sûr que tu vois, par exemple, tu prends une douleur de hanche classique, t'as toujours une petite douleur, un truc qui traîne, t'as les hanches qui sont un peu serrées, tu te fais 2 séances de Cossack squat. Ou du crusty, des choses comme ça. Ouais, et puis, là, et c'est puis parti. bon, Ouais. quoi. C'est vrai que le côté prévention, il est incroyable. Et tu Après- retrouves, excuse-moi, beaucoup d'exos que j'ai pu faire avec toi pendant mes séances de kiné.
Ouais, genre le front squat. Du front squat, du cycliste front squat, le cycliste front squat, le zombie, des cycliste Cossacks, squat. de plein d'exos que tu vois avec ton kiné. Et d'un côté, c'est rassurant parce que tu te dis, d'une, je vais évoluer dans ma discipline, et de deux, Il y a une cohérence. Ouais. ouais, voilà, puis je vais continuer sans cesse, entre guillemets, à me rééduquer et à renforcer mon corps. Ouais, bah oui, forcément. Donc, ça, quand tu vises la longévité et la performance, entraînement fonctionnel, tu y viens. Et toi, c'est quoi tes 3 priorités là, globalement? Si tu devais vraiment nous donner 3 priorités, est-ce que. Mobilité, je dirais. Enfin, Ouais. être mobile. Pas de blessure. C'est-à-dire que je veux pas, après une séance ou le lendemain d'une séance, me dire ah putain, là j'ai mal au genou, que ça me pénalise pour mes autres séances ou même au quotidien. Bon, il y a toujours des petites douleurs parce que le volume d'entraînement est là, même si c'est plus des gènes, entre guillemets, que des douleurs. Donc, mobilité, longévité et performance. Ok. Être performant sans comment dire, me mettre en danger. Ouais, en fait, tu Il y a veux des pas moments aller voilà. chercher le top 0,1%, Voilà, c'est tu ça. vas aller chercher le top 10%. Voilà, et le top Ouais. 10%, enfin même le top 5%, parce que le nombre de personnes qui ont, je pense, nos perfs Oui, et c'est qui ont très notre petit. âge, il Ouais, n'y en a c'est pas pour ça, beaucoup. tu vois, tu disais tout à l'heure, t'as pas un physique énorme, mais en fait, t'as pas un physique énorme par rapport à Chris Brumstead. Oui, c'est ça. Voilà. Par Mais rapport, par à mes rapport standards, à on va un dire, mec, entre guillemets. on va dire classique, bon, bah, t'as quand même des bonnes performances, tu vois. T'as déjà vu le site Strange Calc ou strangetraining.com? Ça me dit quelque chose de En gros, non. c'est un site qui est trop bien. Ça te permet de savoir où est-ce que tu en es par rapport à ton âge et par Je rapport à connais pas ta alors. taille, par Je rapport à connais ton pas du poids. tout. Et ben, je te l'enverrai, tu Ouais, verras, ouais, c'est trop ouais, bien. ouais, ouais. En gros, tu mets ton squat, par exemple, tu vois, 1 mètre, on va dire 86, je prends pour moi, 84, max squat 160. Tu rentres ton bench et ils te disent, bah voilà, ton bench, il est à temps, tu es dans Advance, Ok. tu es pas dans Elite. Alors, ils ont novice, beginner, intermédiaire, Avancé, advance, élite, je crois. Ouais. Et en gros, élite, c'est top de top 1% à top 0,1%. Et là, donc, tu vas taper des mecs qui ont des squats 320, Oui, 360. des mecs qui tu font vois. de la Des force mecs qui font de la athlétique. force Voilà, athlétique. c'est leur discipline. Voilà. Ensuite, tu vas avoir le côté intermédiaire. Mhm. Donc là, le côté intermédiaire, il est quand même assez avancé. Mais si tu veux, ça va être un squat à 110 pour ma taille. Voilà. Et après, tu as un squat qui est, on va dire, à partir de 110 jusqu'à, je crois que c'est 240. Où là, tu es en avancé. Avancé, ouais. Et du coup, Ouais, mais t'as une sacrée marge. En ben, fait. tu as une sacrée marge. Tu vois, parce que Mm. quand tu es dans avancé, entre le début de l'avancée, qui est 110 au squat, et la fin de l'avancée, tu as quand même une grosse diff. Mais je crois que tu vois, au début du avancé, tu es déjà meilleur que 75% des gens par rapport Ouais. à la moyenne. Donc, tu vois, si tu vises globalement le top 10%, je crois que tu dois être au milieu du avancé. Tu vois. D'accord. Et donc, ça, ils ont fait ça pour tous les mouvements, que ce soit rowing, bus penché, tout, curl aussi. Et du coup, tu peux tout comparer. Et après, tu as un onglet qui s'appelle Multi. Mhm. Et en gros, tu rentres plusieurs choses en même temps et ils croisent les données. Tu vois, genre, ils te disent, bah voilà, ok, ton squat, il est bon. Ok, ton bench, il est bon. Ok, ton deadlift, il est Mhm. bon. Par contre, qu'est-ce que ça dit de ton 45, de ton 1000 ou de ton 10 000 en course à pied, Ah, voilà, c'est de ce que ton j'allais 1000 en dire, course ouais. à pied. Qu'est-ce que ça dit de ta FTP Oui, en... t'as détente verticale, t'as Voilà, détente t'as détente horizontale. Oui, verticale. ça me dit quelque Tu chose. vois. Ouais. Ouais, Et ouais, ouais. du coup, en gros, ils te mettent un multi et Mm. après, sur le score, ils te mettent un score de forme globale, tu vois. Et D'accord. c'est ce qu'utilise, tu sais, Brian Johnson Oui, 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 pour oui. se comparer sur ses biomarqueurs. Alors lui, il est ahurissant. Bon, mais lui, c'est Bon, un fou. après, voilà, il C'est un peu a... c'est l'extrême. C'est l'extrême. Mais il évite ça. Mais il Donc, évite forcément. ça. Mais tu vois, par exemple, au niveau fréquence cardiaque au repos, il est dans les meilleurs. Genre, Mhm. il est dans des biomarqueurs qui sont en dessous de 18 ans. Sur le deadlift, je crois qu'il a quand même un gros deadlift. Ouais, il a un sacré physique. Hein. Ouais, il a un sacré physique. Hein. Mais lui, Il a chopé un son sacré but, physique. c'est son pace of aging, c'est ça? Ouais. En dessous de 1. Donc, c'est-à-dire de vieillir de moins d'1 an chaque année. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ce qui est déjà, Ouais. ce qui est déjà Bah ouf. alors, lui, ça, c'est il y a 2 ans qu'il était en dessous de 1. Après, l'année dernière, il a passé en dessous de 0,70. Mhm. Et là, je crois qu'il est à 0,43. Donc, le mec, en 1 an, il vieillit de 0,43. 5 mois, quoi. De Ouais. 0,43. Ouais, ok. Donc en gros, il a tellement investi. Mais alors lui, il a vraiment une logique, tu sais, vraiment investissement, tu vois. Il se dit, bah, j'ai 1 000 euros, Mhm. combien ça me rapporte en année de vie en bonne santé?
Et donc, il prend tous les objets et il dit, bah voilà, un gratte-langue en inox, ça vous coûte 2 $ sur Amazon et ça augmente votre espérance de vie de 4 ans parce que selon les études, on sait que 4 $ investis là te fait gagner avec ta santé dentaire parce qu'il prend des biomarqueurs de santé dentaire. D'accord. Donc le mec a recoupé toutes les données et effectivement, lui, je crois qu'il tape en volume 3 séances de zone 5 par semaine. C'est beaucoup. Hein. Après, il est aidé chimiquement. Hein. Et puis, il a une récupération au poil. Oui, il fait que ça, en fait. Il fait que ça, c'est son métier. Et je crois qu'il fait de la force tous les jours, lui. Il fait tous les jours de la force. Ouais. Et je crois qu'après, il tape 15 heures de zone 2 semaine. Oh la vache. Ouais. Il a 2 heures par jour, quoi. Il a 2 heures de training par jour, ouais. Parce que je crois qu'il 2 heures de zone 2 par jour. Il se lève à 4 heures du mat. Il fait son... Je crois que c'est 5 heures, je crois. Il se lève à 5 heures, il fait ses 2 heures de training, après il mange ses puddings là, et après il fait plus rien de la journée sauf de la mobilité et de la posture. Il fait un peu chier quand même. Ouais, bon après voilà, lui c'est son métier et son objectif c'est vraiment le plus longtemps possible parce que lui sa priorité c'est surtout la longévité, donc il a mis son objectif là-dessus. Donc, pour reprendre un peu ton approche, tu m'as dit longévité. C'est ça. Performance. Pas de blessure, on va dire, c'est ça le plus important, je trouve. Ouais. Et toi, quand tu dis performance, c'est globalement être le plus fonctionnel possible. C'est ça. Oui, quand je dis performance, c'est pas forcément fort, mais ça va être par exemple, je sais pas, faire moins de 45 minutes sur un 10 km, tout en ayant un bon squat, un bon soulevé de terre, être assez bon sur un clean, sauter haut, sauter loin. On va dire être le plus athlétique possible, si je devais le définir. En gros, toi, tu t'en fous d'avoir un squat à 300 si tu cours en 1h25. Voilà, c'est ça. C'est ça. Courir, squatter 300 pour courir, être essoufflé au bout d'un kilomètre, non. Et courir mon 10 km en 30 minutes, mais pas squatter 60 kilos, non. Ok. Ouais. Oui, c'est vrai que... Donc, c'est savoir un peu tout faire, mais être excellent nulle part. Je vois. La dernière fois, j'ai eu un patient qui vient, il fait des sports de force. Je crois qu'il a un squat à 310, un truc comme ça. Ouais, enfin, machine de guerre. Machine de guerre. Et du coup, je me dis, bon, bah, le mec n'est pas forcément si fonctionnel que ça. Je commence à lui parler un peu de fitness fonctionnelle et tout. Et je dis, bah, tu sais quoi, on va s'échauffer un peu à ta séance. Tu vas faire un peu de course de tapis. Tu sais, moi, j'aime bien, tu vas voir un peu où ils en sont. Le mec, cardio de ouf. Je lui dis, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais comme... à côté, il me dit ah bah non mais j'ai fait du foot pendant super longtemps et j'ai fait de la boxe thaï donc en fait le niveau cardio c'est cool mais juste ça m'a ralenti maintenant dans ma force. Mais le mec a un cardio de ouf et il squatte. Parce qu'il a commencé ultra jeune et puis qu'il doit avoir des prédispositions. Après c'est une machine. Mais oui effectivement lui pour le coup il est vraiment archi fonctionnel alors que on dirait pas du tout. Mais effectivement c'est quand même une machine. Du coup avec ça, on a vraiment bien vendu le truc, je pense. Comment qu'est-ce que tu mettrais dans la case fitness superficielle et dans la case fitness intéressant, tu vois? Par exemple, un mec nous écoute, il sait pas quoi faire. Il n'a pas envie d'aller à la salle parce qu'il n'a pas le temps. On va dire qu'il a acheté un tapis. Un tapis classique en caoutchouc là. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire là sur mon programme d'entraînement, comment s'entraîner? Ouais, bah qu'est-ce que tu pourrais je sais pas lui dire dans un premier temps? Déjà qu'il fasse de la mobilité. Ouais, important. Ouais, qu'il va avoir des surprises déjà. Ouais, voilà. De la mobilité. Et faire des mouvements de base, je dirais. S'il a juste un tapis, faire des pompes, mais faire des vraies pompes. Ouais. Des tractions, s'il a une barre de traction, mais faire des vraies tractions. Ouais. C'est-à-dire, ce que veut Marcus Philippe dans l'approche fonctionnelle, c'est amplitude complète. Ouais. Oui, parce qu'il fait surtout ça, Marcus, c'est amplitude complète. C'est ça. Donc, bosser sur des amplitudes complètes, bosser la mobilité, parce que, en fait, pour pas se blesser, je pense que c'est la majeure partie de... Si tu es mobile, la majeure partie du temps, tu te blesseras beaucoup moins que quelqu'un qui est moins mobile. Ouais, tu rattrapes quand même pas mal d'erreurs avec de la mobilité. C'est un problème de posture ou un mauvais mouvement. Si tu es mobile, ton corps, il va savoir l'encaisser. Ou il va mieux l'encaisser
que quelqu'un qui est pas mobile et oui, qui bon, va. après, oui, c'est sûr que sur un squat, tu as moins de danger si tu es mobile. Voilà. Après, si tu es au ski et que tu te fais le croiser, tu te fais le Oui, croiser. bon, là, Quoi. c'est sûr que c'était T'as beau être mobile, tu es choses rarement mobile voilà. des croisés, tu vois. Mais effectivement, sur des mouvements amplitude articulaire, donc ça, Ouais, effectivement, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, Ouais. les mouvements sans amplitude. Ça, bon, c'est pas bien pour le fonctionnel en fait, ça sert à Bah, rien. ça, c'est pas forcément intéressant parce que tu rajoutes du recrutement musculaire en faisant l'amplitude de mouvement. Donc forcément, C'est ça. prioriser ça. Puis t'habitues tes tissus, tendons, tes articulations aussi à des contraintes différentes et sur toute ton amplitude de mouvement. Ouais. Et Donc, c'est intéressant. comment tu... Parce que tu vois, en vrai, à part Marcus qui parle de ça, tu vois, enfin un peu plus maintenant, mais à l'époque, il n'y avait que lui. Hein. France, après c'est plus typé CrossFit, je dirais, il y a Guillaume Guillou. Ouais, Guillaume Guillou, avec, qui fait pas mal avec de Rouillard beau Athlétique, boulot, qui sont trop forts. J'avais fait une de leurs prog incroyable. T'avais fait quoi comme prog chez eux? J'avais 2 progs. J'avais une prog altéro et je mixais avec une prog CrossFit. Ok. Beaucoup de volume, mais trop bien. J'avais trop progressé, j'étais content. Et sinon, en France, je vois personne qui parle d'entraînement de fitness fonctionnel. Ou bien, je crois que tu avais un mec à l'époque, mais je sais pas si. du moins dans les gens que je connais et que je suis, en France, personne. Aux États-Unis, enfin à l'international, il y a Marcus Filly et Chris Bumstead. Il s'y est mis. Oui, Là, il est en retraite. Du coup, il s'est mis à l'entraînement fonctionnel et athlétique. Donc, il fait des sauts. Il s'est même mis au sprint. Ah, il s'est mis au sprint? Ouais. Bon, c'est un bodybuilder qui fait du sprint. Hein, c'est assez ouais, drôle. Et ça en voit quand même un peu ou pas? Bah, lui, il a une détente verticale à 60 cm, je crois. Pour son physique, c'est... Voilà. Parce qu'il pèse combien, lui? 110 kilos? Ouais, il est énorme. Ouais, je sais plus combien il pèse, mais c'est un mec qui est athlétique de ouf à la base et qui a des... C'est le genre de mec, peu importe le sport dans lequel tu le mets, il va être bon. Ouais. T'as vu qu'Eddie Hall, il s'est testé à plein de sports? Ouais, mais il est bon aussi. Hein. Et il est bon aussi, j'ai vu à qu'il la avait boxe il s'était tapé avec je sais plus qui. Et tu sais, il mettait dans la machine à coups de poing, là. Oui. Tu sais, à un moment, il devait quantifier, et à un moment, il a bloqué la machine, je crois, alors qu'il était avec qui? Ryan Garcia, je crois. Ouais, non, mais c'est une machine de guerre. Ouais. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et je sais pas si t'as vu l'épisode où il fait de la gym. Ah non, j'ai pas vu. Ah, celui-là, il faut que tu le regardes parce qu'il met le tutu, tu sais. Il a vraiment le truc moulant et tout. Et il tape des saltos arrière. Il tape des backflips sur trampoline et tout. Donc c'est à chialer de rire. C'est là que tu te rends compte que le physique, des fois, tu as des gars énormes, comme ton patient ou Eddie Hall, et qui ont des performances à côté assez incroyables. Ouais. Sur des choses sur lesquelles tu les attends pas. Ouais. Comme du saut ou des... Eddie Hall qui fait un salto arrière, c'est quand même drôle. Ouais, non, mais c'est abusé. Et par contre, en plus, il le place plutôt bien. Ouais. Et il est avec des petits jeunes. Alors, il se confronte avec, je sais plus, je la mettrai dans la description, pareil, la vidéo, mais il se confronte avec des petits jeunes, tu sais, sur des sauts, entre guillemets, un peu à la con. Tu vois que les jeunes, ils sont là, parfaits, tu sais, c'est bien tendu et tout. Tu vois que les mecs, ils sont profilés gym. Mais lui, il arrive quand même, je crois, au bout d'1 heure à taper des saltos arrière. Donc effectivement, il y a quand même pas mal de... C'est des gars qui ont peut-être tout le temps fait du sport, même quand ils étaient gosses. Donc les enfants, les jeunes qui font du sport tôt, ça se voit quand ils grandissent et qu'ils continuent dans le sport, ils sont plus performants et je trouve plus polyvalents. T'as grandi à la campagne, toi, ou pas? Ouais, ok. En fait, ça, c'est un truc quand même qui joue beaucoup dans le sens où quand tu vois que les gamins ne sortent pas dehors, ne jouent pas. On a eu globalement la même enfance. C'est les cabanes, tu sortais, tu faisais des roulades, tu fais des conneries dans les bois, du vélo, des conneries dans les bois, tu te pètes la gueule, tout ça. Et en fait, je trouve que c'est quand même la clé, on va dire, numéro 1 pour pouvoir développer ton gamin, quoi. Maintenant, les gamins, s'ils restent assis devant une console ou c'est con, mettre devant son téléphone ou la tablette, du coup la tête baissée, posturalement c'est monstrueux, et s'il va pas dehors, c'est fini pour lui. Ouais, ses muscles ils servent à rien. Tu lui demandes de faire du sport, il va se casser. Ouais. Il va se casser en deux, le gamin. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai que tu vois, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Des adultes qui font pas de sport ou qui sont sédentaires, tu les mets sous une barre, c'est fini. C'est fini. Ouais, c'est fini. C'est vrai que même quand tu fais du sport depuis longtemps, moi, tu sais, j'avais fait du sport pendant très longtemps. Après, j'ai eu toute ma période où je vais commencer mon fitness. Moi, j'avais commencé, il y avait un livre
Je m'entraînais avec un pote à moi, que je salue, Guillaume. Il m'avait filé un PDF qu'il m'avait envoyé sur Facebook, ça s'appelait The Cross-Ups. Je connais pas du tout. Tu connais pas ce truc? Non, En pas fait, du c'était tout. un bouquin, il y avait 2 éditions. Ouais. Et en gros, c'était que ils avaient chopé, ça avait fuité des Navy Seals. Et c'était que des Metcon de CrossFit, qui était en fait le début du CrossFit, où tu avais pompe, squat, traction, crunch. Bon, voilà, on peut en parler 15 ans des crunch. Mais en tout cas, globalement, ça m'avait permis de faire un physique bien. Mais quand même, après, quand je suis arrivé sous une barre de squat, les genoux, ils sont pas si mobiles que ça, les hanches, elles sont pas si mobiles que ça, oui, parce que... les chevilles, elles sont pas si mobiles que ça. Et globalement, j'ai quand même mis, on va dire, 3-4 ans avant vraiment d'avoir un squat qui vaut la peine d'être propre. C'est tu ça. vois, parce que j'étais dépendant pas de ta mobile, morphologie aussi, c'est assez traître. Hein. Ok, ouais, non, mais c'est clair. Mais si tu veux, ça a quand même permis de me rendre compte aussi du chemin qu'il fallait faire, alors que j'avais ça. Donc effectivement, si t'es gamin, ils sortent pas dehors, ils voient personne, ils jouent pas, ils courent pas, après ça va être de plus en plus dur. Ouais, Quoi. c'est ça. Bon, D'où après, le des fait fois, que c'est quand même plutôt bien c'est d'être ça. à la campagne ou de pouvoir jouer c'est dehors. ça. Et si en plus de ça, tu mixes une activité sportive comme du foot, un sport de combat, de l'athlétisme encore mieux, ou de la gym, ton gamin, quand il va grandir, qu'il va devenir ado ou adulte, s'il continue, Ouais, son schéma moteur, il va ça être fait top. des machines de guerre, ils sont performants de ouf. Ouais. Même le physique, en général, il est plus sec, ils sont plus dessinés, c'est tout bénef, quoi. Ouais, Et non, moi, mais c'est mon clair. gros regret de pas avoir fait de sport plus de sport quand j'étais gosse. Parce que j'allais juste jouer avec mes copains dehors, mais j'avais pas d'autres activités. Ouais, mais après, t'avais sportive. pas la même vision qu'avant. Pas du tout. Moi, je me souviens quand Pas j'ai du acheté mes haltères de 22,5 et que j'ai dit à ma mère, je vais mettre à la muscu. Ma mère, tu sais, elle était paniquée. Ah bah. Tu sais, déjà, elle disait à la caissière, non, mais on achète ça pour mon mari. Hein. Tu sais, elle me disait, non, mais je veux pas de ça. Les et tout. médias ont bien évolué là-dessus. Ouais, les médias ont bien évolué là-dessus, mais c'est vrai qu'à l'époque, ma mère, elle était complètement elle était paralysée. Alors, quand je lui ai dit que je prenais de la créatine. Oh, j'allais le dire, quand j'ai dit à ma mère que j'allais prendre de la prot, elle a été voir notre médecin de famille pour lui demander si c'était dangereux. Ouais, et puis il lui a dit que c'était dangereux du coup ou pas? Et elle lui a dit que c'était pas dangereux, mais qu'il fallait faire attention pour les reins. Ah, donc il était déjà calé, le médecin. Ouais, mais quand même assez réticent. J'avais quand même 18-19 ans, enfin, je faisais un peu. Mais il était quand même calé pour l'époque. Ouais. Honnêtement, ça fait à 10 ans. Enfin, c'est assez. Mais je comprends. C'est que quand tu voyais sur un pot de protéines un bodybuilder de 180 kilos ultra sec, tu te dis, si mon fils il pensait, il va ressembler à ça. Mais moi, je me souviens à l'époque, je prenais chez Nutrimuscle. Ouais. Et tu sais, en fait, Nutrimuscle, ils avaient que 4 produits, je crois, à l'époque. Et à l'époque, tu avais Arnold, tu sais, qui était en double biceps comme ça. C'est ça, ouais. Leur logo. C'est leur et ancien logo. je sais plus le même logo, je crois. Non, ça a changé. Ça a changé. Mais l'ancien logo, c'était ça. Et en fait, j'arrive avec ça à la maison. Ma mère voit ça. Elle voit Whey Isolate, 2 mots qu'elle a jamais vu de sa vie. Elle voit Arnold en double biceps. Elle se dit, ça y est, mon fils se drogue. Il est drogué, mon fils se drogue. Du coup, grande discussion. Après, elle m'a caché les trucs. Et j'ai un pote avec qui je me suis entraîné pendant longtemps. Il cachait sa whey et sa créatine plein de potes qui ont fait ça. au casier de l'école de kiné. Parce que du coup, sa daronne, elle venait de temps en temps en soum-soum pour lui ramener un dessert, tu vois. Déjà, lui, il était à bout parce que le dessert, ça lui flinguait sa diète. Elle lui ramenait des trucs, mais tu sais, des gâteaux pleins de oléagineux, le truc. Et puis, il pouvait pas résister. Et du coup, il était dégoûté. Mais il cachait ça dans son placard de l'école de kiné. Et je crois même que au moment où sa mère a capté ça, il avait dit, ouais, mais c'est Pierre qui m'a dit de prendre ça et tout. Moi, j'étais là et sa daronne, elle m'a détesté pendant des années. Et bref, du coup, c'était quand même assez marrant parce que ça montre que ça a quand même bien évolué. Ah bah clairement. Et tout le monde prend des compléments. Même mes parents, maintenant, ils prennent des compléments. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas encore réussi avec ma mère. Oméga 3, ils ont déjà pris, puis des vitamines. Mais c'est grâce à moi, au fait que j'en prenne et qu'ils se rendent compte que en fait, ça n'a aucun effet négatif si c'est pris correctement, qu'ils sont ouverts là-dessus. Ouais. Moi, je crois que ma mère, elle a encore un peu de réticence là-dessus. Je peux le comprendre. Ma mère, elle a pas mal d'arthrose, elle a pas mal de douleurs et tout. Et je crois que la dernière fois, je lui avais ramené... Alors, c'était pourquoi, je crois que c'était pour son sommeil. J'avais donné du magnésium, tu vois. Et
Mon père, du coup, première chose qu'il fait, il regarde la marque, il va sur Internet, il a vu genre un truc qu'il n'avait pas compris. Il a dit non, mais chérie, non, laisse tomber, voilà. Et puis finalement, elle a quand même pris parce que finalement, elle a les crampes de ouf et tout, et ça la soigne sur ses crampes, donc elle a fini par en prendre. Mais tu vois, mon père a plus l'approche, je comprends pas en fait. Moi, j'ai des légumes du jardin. Je vois pas pourquoi je me complémenterais. Voilà, il a raison aussi. Hein. Il a raison, mais si tu veux, les légumes de maintenant, c'est plus les légumes de mes grands-parents, tu vois. C'est sûr, c'est plus la même alimentation. Ça a pour plus le rien à voir. collagène, tout ça, on mange plus les cartilages, on mange plus le gras, on mange plus la peau sur la viande, sur le poulet. Ouais. T'as plus cet apport externe en collagène. Ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque, tu faisais quand même beaucoup de pot-au-feu, c'est ça. beaucoup de ragoût. Tout en fait. Tu mangeais tout là, tu mangeais les pas d'autre choix que de bouffer tout, sinon t'avais rien à bouffer. C'est ça. Et si tu disais blanc de poulet, courgettes en hiver et riz. Alors que tu mangeais la peau, les cartilages, les bouts qui croquaient, tu les mangeais quand même, et tout ça c'était du collagène. Ouais. Les bouillons d'os. C'est vrai que les bouillons d'os, maintenant, moi je refais pas mal de bouillons d'os. En plus. C'est super bon. Ma mère, elle fait pas mal, tu sais, genre les potés, tout ça. Et ça, c'est incroyable en collagène. Et la dernière fois, elle nous en a fait une pour mon anniversaire, là. Waouh, incroyable. Et maintenant, on a plus ça. Ouais. Si on revient un peu, parce qu'on a fait une petite digression, c'est pas grave. Mais on parlait des programmes et des programmes globaux de renfort. T'as essayé avec ChatGPT ou pas? Non. Jamais. C'est pas mal, on va dire. C'est peut-être à adapter. Quand tu as les connaissances comme toi ou comme j'ai pu acquérir au cours des années, tu as l'esprit critique de dire ça, peut-être que je le ferai autrement. Donc c'est sûr que ça te facilite la vie. Mais je sais pas si en tant que débutant, j'irais tirer sur ChatGPT, je sais pas. Ouais, c'est quand même assez simple. Franchement, après, il sort des trucs pas mal. Il sort des trucs pas mal. C'est quand même assez structuré, zone 2, zone 5. En fait, après, il faut toujours l'orienter et dire, selon l'approche de Marcus Philly, fais-moi un entraînement. Ouais, et en fait, si tu fais un entraînement et que tu mets selon l'approche de Marcus Philly, et ben, en fait, tu sors un entraînement qui est correct en termes fonctionnels. Alors après, on va discuter de qu'est-ce qu'un entraînement correct. Mais il te sort quand même des trucs. Mais encore une fois, il faut connaître Marcus Philly. Il faut dire j'aimerais un entraînement selon Marcus Philly. Sinon, il va te piocher sur des trucs à la con. Tu tapes entraînement fonctionnel en français, sur Google France. Enfin, t'as rien. T'as aucune donnée. Peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque, quand je regardais Marcus Philly, functional bodybuilding, t'avais tout ce qu'il fallait, mais quand tu le tapais en français, t'avais des sites français, entraînement fonctionnel, t'avais aucune information. Ouais, je sais pas. Je regarde, je referai le tour faut regarder, des chaînes Insta de gens qui font ça. Mais c'est beaucoup des Américains. Mais je pense qu'on va y venir avec Chris Bumstead. Il a tellement d'influence, ce mec, que on va y venir. Mais tu vois, par exemple, en fait, je me dis, à la fois, t'as quand même pas beaucoup de sportifs qui font du fitness fonctionnel, mais t'as quand même une culture européenne de la force. Tu sais, quand t'allais en Écosse, t'as vu les mecs en Écosse et tout, ils ont des pierres de force et tout, ils sont vachement fonctionnels. Et pareil, quand je suis allé en Islande, là, il y a 3 mois, j'étais sur la plage de Dridvik et les fameuses pierres fonctionnelles. Ça, pour le coup, tu vois, c'est quand même un truc. Pour être pêcheur, fallait porter 100 kilos, quoi. Tu vois, tu te dis. Donc les mecs, ils avaient quand même une notion de se dire, ok, le mec, forme physique. S'il porte une stone de, je sais plus, c'était quoi, c'est 112. Je crois qu'il y a 3 pierres, il y a 35, 65, 110 et la dernière, c'est 150, je crois. Et je crois que pour être pêcheur, il fallait faire la 150. Je sais plus, je regarderai. Mais en tout cas, tu te dis, en fait, les mecs, ils ont quand même une sacrée forme physique quand tu fais 150. C'est des pays où l'environnement, le climat est quand même assez rude. Je pense en Islande, notamment, même rien qu'en Écosse, t'es quand même vachement haut. T'as une météo qui peut être assez ardue, donc t'as pas trop le choix que d'être en forme physiquement. T'es obligé. Surtout pour un pêcheur, là-haut. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, l'approche fonctionnelle... On n'a pas trop. On a plus une approche académique, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, la danse, tous les sports qui sont très anciens. Au football, t'as une approche... non, même pas dans le football, t'as même pas d'approche fonctionnelle. J'avais vu une vidéo des joueurs de l'équipe de France qui faisaient du clean. Oui. Ah, putain. Oui, on dit rien. Voilà. On dit rien. Si tu devais, toi, alors...
Pour toi, tu nous as dit entraînement, il faut qu'il y ait une priorité longévité. Ouais. Priorité, donc longévité / prévention des blessures. Oui. Optique de performance. Oui. Donc en gros, il faut qu'il y ait quelque chose qui te fasse un entraînement à long terme. C'est ça. Et tu nous as dit... Pas de la mobilité, mais en fait ça va de pair avec la longévité. longévité. Donc longévité, performance. Voilà, c'est ça. Donc toi, tu t'entraînes pour durer le plus longtemps. C'est ça. Donc avec une composante de prévention des blessures. Et tu t'entraînes pour avoir le maximum de performance sur un benchmark que tu quantifies comment? Parce que quel indicateur tu suis, par exemple? Là, je ne suis pas vraiment un indicateur. On va dire que c'est plus, je ne vais pas dire au feeling, mais vu que j'essaye d'être, entre guillemets, bon sur tous les aspects, saut, endurance, force, etc., je vais le sentir que je suis performant. Je vais me sentir bien. Ok. Je vais me sentir bien. Ça va être sur rien que mon exécution, la sensation, les courbatures, même si ce n'est pas vraiment un indicateur, ça fait toujours plaisir d'en avoir. Si le lendemain, je ne suis pas cassé ou que je n'ai pas de douleur, je sais que pour moi, je vais être performant. Ok. Par exemple, si tu devais suivre des indicateurs, tu suivrais quoi? Si on prend un côté purement force, des abats classiques, une charge. Un pourcentage des lifts. C'est ça. Si on prend des côtés un peu plus explosivité, puissance, plus sur du clean par exemple, ça va être également une charge. Ouais. Si j'arrive à clean correctement je dis n'importe quoi, 100 kg, je sais que je vais être quand même assez puissant. Et fonctionnel. Et par exemple, du saut, une détente verticale ou une détente horizontale, à combien j'aurais sauté. Donc toujours selon des abacs. Ou selon, par exemple, ce que je faisais il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir comment j'ai évolué. Donc en gros, voilà. tu regardes plus tes données. Je me filme beaucoup, en fait, aussi. Ouais, c'est vrai que tu te filmes. Je me filme beaucoup pour voir mes exécutions et ce que je faisais avant aussi. Tu sais, les Polonais, ils mettent des miroirs dans les salles. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Power Camp, ils en parlent. Power Camp, ils en parlent, ouais. Et mais du coup, j'étais voir et c'est pas mal. Un miroir, hein, et quand tu disais, quand t'épaules, du coup, de face, ton miroir est face à toi et tu te vois de côté. Ouais, mais c'est trop bien. Avec comment ils orientent le miroir. Et du coup, tu peux corriger tes mouvements. Et c'est vraiment bien. Ouais, et donc, pour plus côté fonctionnel, clean, détente verticale. Voilà, c'est ça. Et sur de la partie cardio ou zone 2 ou des choses comme ça. Par exemple, un pourcentage de watts en zone 2, quoi. C'est ça, ou mon 10 km, là, je l'ai couru en 45 minutes, trop bien, quoi. Par rapport à ce que je fais à côté, le volume que je mets en force, etc., je pense que... C'est quoi le max indiqué sur ça doit être 30 minutes, quelque chose comme ça? Sur les records? Ouais, c'est moins. Hein. Tu penses? C'est plus dans les... Je sais plus c'est quoi le record, mais entre 25 et 30 minutes. Okay. Mais bon, c'est de la... C'est archi avancé, voilà. Et puis c'est... Je crois que petit gabarit. Jimmy Gracie, il a fait un peu plus de 27 minutes son record sur... Peut-être que je dis des bêtises, hein. Mais ce qui est stratosphérique. Ouais. Après, c'est des profils qui sont... Il fait que sa discipline. Ils sont plus légers, ils sont plus grands. T'as vu Nick Barr, tu vois qui c'est ou pas? Oui, je vois c'est qui. Ouais. Je l'ai vu avec sa vidéo de la backyard, sa course de la backyard, où il avait fait, je sais plus combien de boucles de 7 km. Là, t'as vu le 200 physique qu'il a? Il est énorme. Je crois qu'il fait 1m95. Il est énorme. 1m95 et je crois qu'il frise les 100 kg. Et le mec tape des zones 2 à 280 watts sur 2 heures ou 3 heures. C'est une machine. Hein. Après, peut-être qu'il y a des aides derrière. Ouais, je sais pas. Franchement, même sans ça, même s'il y a des produits, c'est incroyable. Après, il a un gros volume. C'est un mec qui fait assez... Et tu vois, c'est assez marrant sur les courses à pied. Tu le vois passer, il est avec que des petits gars, tu vois, qui font 65 kilos. Et lui, il est là avec ses 90 kilos. Et il envoie à, je sais pas, à 3,30 du kill. Le mec, il sourcille pas. En France, tu as aussi... sur Insta, je crois que c'est Tonton Tom ou un truc comme ça. Je crois qu'il est vice-champion du monde en Aerox avec le Alan, je sais plus comment. Kao. Ouais, exactement. Ouais. Il fait des ultra-trails de plus de 100 bornes. Il a battu le record de Goggins aux tractions, là, il y a quelques mois. Oui. Goggins, il avait fait plus de 4... Il a regardé ses vidéos, du coup. En 24 heures, il avait fait je sais plus de combien de tractions. Et le mec, là, le Tonton Tom, je crois, il en a fait une de plus en 14 heures ou un truc comme ça. Enfin, il lui a éclaté son corps. Ouais, David Goggins, pour le coup, lui... Mais du coup, le mec là, le français, est incroyable. C'est un peu comme Nick Baer, tu vois. Ok, il est ultra fonctionnel, le mec, il court très vite. Très vite, il court longtemps. Très fort, longtemps, et il soulève très lourd. Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, bah oui, c'est sûr que les mecs comme ça. Mais ouais. Ça tombe bien que tu parles de Goggins, parce qu'on va parler un peu de la partie discipline et constance et environnement. Pour ceux qui connaissent pas David Goggins, enfin, tapez David Goggins, motivation. Quand vous n'avez pas envie de vous entraîner, et puis vous allez avoir envie de vous entraîner. Tu n'auras pas le choix en fait que de t'entraîner. Ouais, tu n'auras pas le choix que de t'entraîner. Et avec un pote, on rigole, tu vois, parce que à chaque fois qu'on veut aller courir, on se dit ouais, on espère qu'il va pleuvoir, tu vois. C'est parce que genre à la Goggins en mode ouais, l'atmosphère angoissante et du coup ça va travailler notre discipline. Est-ce que tu trouves que pour reprendre un petit peu ce qu'on disait sur le home gym, le home gym change ta discipline ou pas? Je vais dire que ça facilite un peu la chose. Parce qu'avant, quand j'avais pas envie de m'entraîner, tu rajoutais l'aspect, non seulement j'ai pas envie de m'entraîner, mais il faut que je prenne ma voiture, il faut que j'aille à la salle, il faut que je revienne après. Donc là, le fait de juste descendre dans mon garage et m'entraîner, c'est plus facile. Okay. Mais il y a aussi le côté inverse où tu te dis, bah là, je suis chez moi, j'ai pas envie de m'entraîner, quoi. Ouais. Et il faut quand même y aller. Donc, je dirais c'est moins difficile de s'entraîner quand t'as pas envie, quand même, quand t'as un home gym. Ok. Parce que ça prend moins de temps. T'as pas l'aspect de déplacement. Mais par contre, t'as le côté, c'est chez moi. Zone de confort. Zone de confort. T'as le côté zone de confort. C'est dans ta zone de confort et tu te déplaces pas pour y aller. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup ça au début au cabinet. Je faisais mes trainings au cabinet. Alors, au début, j'étais tout seul au cabinet, donc ça allait. Mais après, quand il y a eu du monde, je me suis dit, en fait, faut que j'attende des certains horaires. Faut quand même que je sois... voilà. Et en fait, j'avais un blocage dans le sens où j'étais sur mon lieu de travail. Et en fait, j'avais envie dans ma tête de partir de mon lieu de travail pour arriver sur le lieu de la salle. Ouais, je vois ce tu vois, que pour tu veux avoir une session dans mon cerveau de me dire, je suis plus au travail, je suis au sport. Et en fait, j'avais du mal à switcher entre les deux. Du coup, là, j'ai dû me faire un petit protocole où en fait, je me change de tenue. Donc, en fait, j'ai ma tenue de travail qui est une tenue de sport, mais je change de tenue de sport, ce qui n'a aucun sens. Mais en fait, ça met psychologiquement tu te mets en dans le conditionnement. Et ça a complètement, si tu veux, mindfuck ma motivation. Mais maintenant, ce que je fais, c'est... Avant, je le faisais déjà. Je m'entraînais le midi, donc il fallait que je sorte du travail, que j'aille à la salle et que je revienne. Et quand j'avais pas envie, en fait, juste, je me levais à midi, je prenais mon sac et juste le fait d'engager le chemin vers la salle, après, t'es parti. Là, c'est pareil, je descends au garage, je me fous sur mes dalles, je commence à m'échauffer, puis après, en fait, tu t'arrêtes plus. Tu as commencé à t'échauffer, donc termine ton entraînement. Tu sais que j'ai une patiente, c'est assez marrant. Je lui disais, mais faites vos étirements, faites votre mobilité et tout, ça va vous faire du bien. Et elle me dit, ouais, mais j'ai pas la motivation de le faire et tout. Je dis, écoutez, c'est pas compliqué, vous prenez votre tapis. Déjà, vous allez acheter votre tapis. Elle a mis 3 semaines déjà, acheter le tapis. Bon. Mais c'est bien. Elle l'a acheté. Elle l'a acheté. Voilà. Elle l'a. Je dis, bon, maintenant que vous l'avez, vous le prenez. Tous les matins, vous le prenez. Vous le déroulez. Vous voyez ce que vous faites. Si vous n'avez pas envie, vous le renroulez. Mais juste, vous me promettez de faire ça, quoi. Elle me dit, et tout. Je dis, bon, 3 semaines pour faire ça. 3 semaines après, elle me dit, bon, ça y est, c'est bon. Elle a mis 3 mois, mec, à dérouler et réenrouler son tapis avant de faire un étirement. Donc, à partir du moment où je lui ai dit, fais les étirements, elle a mis 3 mois pour acheter un tapis, 3 mois pour avoir la motivation d'enrouler et dérouler son tapis. Et ensuite, elle a mis 3 mois d'enroulement et déroulement de tapis tous les jours. Tous les jours. Avant de commencer à faire des étirements. Elle n'avait vraiment pas envie de s'en tirer. Donc, on a de 0 à 9 mois, le travail a été de lui trouver une habitude. Et maintenant, elle fait 20 minutes de mobilité tous les jours. Et elle est trop contente. Et elle est trop refaite. Voilà. Ça l'a changé. Elle a plus d'énergie. Elle bouge mieux. Elle est contente. Parce qu'elle comptait sur la motivation. Et du coup, ma question suivante est, et à ton avis, toi, est-ce que la motivation est surcotée, sous-cotée ? C'est surcoté de ouf. Ouais, d'accord. Ta motivation, je pense qu'elle vient surtout du fait que quand tu commences à t'entraîner, c'est nouveau. Donc pour peu que tes premières séances elles se passent bien, c'est excitant en fait. C'est nouveau, donc tu as envie de t'entraîner. Tu auras même tendance à vouloir mettre trop de volume au début. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Et après, quand tu commences à t'habituer à tes entraînements, que ça devient un peu une habitude, une routine, tu n'as plus de motivation. Pour peu qu'en plus de ça, tu progresses plus aussi vite, que limite tu stagnes, ou qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, ça te met un peu un coup au moral. Et c'est là où c'est charnière, où il faut se dire, en fait, je compte pas sur ma motivation. Tous les jours, ou 3 fois par semaine, je descends, ou je vais dans ma salle, ou à la salle, 1 heure, 2 heures, une demi-heure, et je le fais, peu importe ce qui se passe. Et toi, comment t'expliques, par exemple, que t'en as qui
qui tiennent 15 ans, comme nous, et d'autres 3 mois. Discipline. Ouais, tu penses que c'est Ouais. vraiment purement discipline en mode Goggins? Peut-être qu'ils ont. C'est des, je sais pas comment dire. Être accro à. Des gens qui sont un peu accros à l'endorphine. Ouais, mais ça, c'est plus en cardio. Ils ont besoin de leur shoot. Et le fait d'aller à la salle, ça leur procure plus. Du coup, je vais pas y aller. Oh, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis fatigué, je m'entraînerai demain. Oh, bah, je me rentraînerai demain. Et au final, tu tombes dans un peu dans un cercle vicieux où tu t'entraînes plus du tout. C'est ce qu'on s'est dit avec Johan, du coup, tu sais, l'invité du premier podcast. On s'est dit, on est obligé de faire les sorties running parce que tu te trouves une bonne série en hiver à la place de ta sortie running à 19h quand il fait froid. Voilà, t'es fini, hein, tu fais plus de sortie de la 18h30 en été, on te propose un apéro, d'aller t'entraîner et de te taper la zone 2 ou une séance où tu sais que tu vas en chier. 2000 burpees. Voilà. Bah, et c'est là que la discipline, elle fait tout. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment que la discipline ou est-ce qu'au fond, tu as une part... Parce qu'en fait, moi, ce que je vois chez beaucoup d'athlètes, c'est qu'au début, ils font ça pour les... Alors, je parle pour les gars. Ils font ça pour les nanas. Tu fais ça pour les nanas. Ils se rendent compte à 15 ans, en fait, qu'ils ont un physique de chips. Ils tartinent la muscu face bodybuilding. Ça, c'est globalement ce que tout le monde a fait. Pendant 5 ans, ils atteignent leur niveau physique. Ils se disent, bon, ça me fait quand même du bien, mais ça me saule. Donc là, il y a eu la grosse vague CrossFit, tout ça. Sauf qu'après cette vague CrossFit, souvent, extinction des feux. Ou blessé. Et, si tu veux, il y a quand même un moment où, je sais pas toi comment ça a fait, mais moi, je me suis dit, en fait, le sport fait partie de mon identité. Donc, comme ça fait partie de mon identité, si tu veux, je suis obligé de le faire. Tu vois ? Enfin, c'est pas que je suis... En fait, je me pose pas la question. Et en fait, c'est même pas ni de la discipline, ni de la motivation. C'est en fait, j'avais l'impression de me trahir moi-même, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu as cette sensation-là ou pas ? Un peu, ouais. Tu vois ? Ouais. Déjà, je pense que ça dépend de tes objectifs. T'en as, ils prennent le sport juste pour kiffer. Donc, s'ils s'entraînent pas pendant une semaine ou deux, c'est pas grave. Mais ils vont toujours y revenir. Parce que ça les fait kiffer et ils adorent faire ça. Moi, c'est quelque chose que je dois faire. Ouais, je sais que X fois par semaine ou tel jour, je dois m'entraîner, que j'ai envie ou pas, je le ferai. Bon, maintenant, avec le home gym, je suis un peu plus flexible en me disant, aujourd'hui, je peux pas, mais je ferai demain, chose que j'aurais pas pu faire si j'avais une salle, si j'avais pas ma salle, pardon. Et ça fait partie de moi aussi, ouais. Quand je parle avec mes collègues ou avec mes potes, moi, je vais à la salle, ils le savent, et ça me définit, entre guillemets. Oui, tu es défini en tant que sportif, voilà, c'est ça. dans ton environnement. C'est ça. Mais je sais que c'est pas pour eux que je le fais, c'est pour moi, et que si je m'entraîne pas, effectivement, je me trahirai moi-même. Je trahirai pas les autres ou ce qu'ils pensent de moi, ça je m'en fous. Mais comme tu dis, c'est un peu mon identité et j'en ai besoin. Et à ça, tu rajoutes de la discipline, c'est bon. Je pense que tu as quand même une grosse phase de discipline au début qui est nécessaire. T'es obligé. Et après, si tu veux, tu as des rappels de discipline. Tu vois, moi, la dernière fois, j'étais chez mes parents. Ma mère, le chien, il couine un peu. Elle me dit tu vas aller courir, hein, tu vas prendre le chien. En fait, elle était juste en train de couper du jambon. Donc, le chien, et ce qu'il voyait, c'était les bouts de gras qu'il allait récupérer. Clairement. Et elle a dit hop, le chien dehors, le fils dehors. Et en fait, du coup, ça m'a fait un rappel d'habitude. J'étais sur l'ordi en train de faire des mails. Et du coup, ma mère me dit ça. Je dis, en fait, en vrai, elle a raison. Faut que je me bouge. Et du coup, j'ai été courir. Mais tu vois, ça, elle le fait parce qu'elle sait que je cours souvent. Tu vois, et elle sait que ça me fait du bien. Et si tu veux, parce que j'ai une identité de sportif auprès d'elle. Et tu vois, je pense qu'il y a quand même une grosse notion d'identité et d'environnement qui fait que ça te booste, tu vois. Même par exemple, par rapport tu vois, à ta compagne, si tu investis 3000 balles dans un home gym et que ça tient 3 mois, je pense que ta compagne va te dire attends, on a investi combien dans le home gym, le garage, on a acheté pour ça. Après, là, elle sait que moi, ça fait des années que je m'entraîne et que ce serait pas le cas, mais il y a beaucoup de gens, je pense que le banc de musculation Décathlon qui prend la poussière dans un coin du garage, il y en a beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai. Mais comme tu dis, déjà l'environnement ça fait beaucoup, c'est clair. Si tu es entouré de gens qui font du sport, c'est beaucoup plus facile de tenir à cette habitude. Alors que si tu es entouré de gens qui prennent l'apéro tous les jours, qui vont en boîte ou qui font pas de sport, c'est là que la discipline entre vraiment en jeu. Où toi tu te dis, eux ils font pas ça, ça me ferait chier, j'aimerais bien rester avec eux, mais il faut que j'aille m'entraîner.
Ouais, en fait, c'est réussir à s'extraire de la partie C'est de ça. ton environnement C'est ça. qui ne correspond pas C'est à tes objectifs. Et cette discipline, au début, je pense que tu vas avoir la motivation. Ça va être trop bien. Ça va être nouveau. Après, va falloir mettre la discipline en place pour choper l'habitude. Mhm. Et une fois que tu as l'habitude, comme tu dis, ça fait partie de toi, ça te définit. Et c'est même plus une question de discipline, mais comme tu dis, c'est quelque chose que C'est une tu sais que identité, tu dois quoi. faire. Ça fait partie de moi, de mon identité, de ma personnalité. Donc, quoi qu'il en soit, je vais le faire que j'ai envie ou pas, au-delà de la discipline. Ouais, donc en fait, après, tu as une identité sportive Ouais. auprès des gens. C'est Et même après, plus une les question de gens te discipline, renvoient un c'est rappel une habitude. d'habitude. C'est ça, c'est Ouais. une habitude. Et donc, maintenant, imaginons que tu devais avoir le meilleur programme du monde Mhm. vs le meilleur environnement du monde. Tu choisirais quoi? Je dirais meilleur programme. Parce que je sais que mon environnement, peut-être qu'il m'impactera légèrement. Négativement? Ouais, c'est possible. Si j'ai pas le bon environnement. Mais j'aurai toujours ce rappel d'habitude qui me dira, mec, là, tu es en train de faire de la merde. Va t'entraîner. Et tu sais que ton programme, il est incroyable. Et quoi qu'il en soit, tu vas progresser. Donc, derrière, ça va relancer un petit peu la machine. Ok. Donc toi, tu serais plus en mode plus meilleur programme. Ouais, Moi, tu vois, moi, j'aurais tendance à dire meilleur environnement, tu vois. Quitte à faire des moins bonnes séances, tu vois. Mais Même si tu fais des séances, on va dire au moins ça, quoi, tu vois. Mais si tu as vraiment... Parce que tu vois, tu te retrouves avec un environnement où tu as vraiment... tu vois, quelqu'un qui te tire vers le bas d'un point de vue performance. C'est difficile, oui, effectivement. C'est difficile, même avec le meilleur programme. Ouais. Je me suis toujours entraîné seul, moi aussi. Toi, tu as dû faire des sports co. Avec le CrossFit, tu as été avec des gens. Tu as une ambiance. Ouais. Moi, quand je m'entraînais avant dans la salle, c'était le casque, les écouteurs. Ouais. Je suis dans ma bulle, je fais ma séance, je repars. Donc, moi, j'ai du mal à m'entraîner seul. Mon environnement, il m'a jamais vraiment impacté. Ouais. Après, tu le sens quand même que quand tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre et que vous partagez la même passion, entre guillemets, bon, les entraînements, c'est sûr que c'est plus sympa. La performance, elle va peut-être être un peu meilleure. Ouais. Mais moi, par habitude, je sais que vu que je me suis toujours entraîné tout seul, je préfère avoir un bon programme et un environnement un peu moins propice à l'entraînement, plutôt que d'avoir un bête d'environnement, mais un programme moins structuré. Ouais. Parce que j'ai besoin aussi d'un cadre et de savoir ce que je fais et où je vais. Ouais, moi, C'est mon j'appelle ça tempérament. la fatigue du jeu et la fatigue du nous. Tu vois. Mhm. Donc, en gros, j'essaye de cycler dans mon training combien de pourcentage je fais de la fatigue du jeu. Donc, en gros, je suis tout seul à faire mon training, il n'y a pas de musique et je fais ma séance de sport. Tu vois, donc là, c'est vraiment le training. C'est à la fois, tu fais un training de force, mais à la fois, en fait, tu fais un bras de fer mental avec toi-même. Ouais. Tu le fais à 19h quand tu as oublié ton shaker pré-entraînement, que tu as bien faim. C'est mon quotidien en ce là, moment. Ouais. Voilà, c'est le truc bien dégueulasse pour ta discipline. C'est ça. Et en même temps, j'aime bien faire la fatigue du nous, tu vois, avec le groupe de course à pied, où en fait, tu arrives à aller un petit peu plus vers la fatigue du nous, où en fait, moi, le jeudi soir à 19h, la plupart du temps, j'ai pas envie d'aller courir. Sauf qu'en fait, j'ai donné rendez-vous à 10 personnes. Tu vas, t'es obligé. Donc en fait, ils sont devant le cabinet et ils me disent tu viens, on y va, on fait quoi en parc de Brabois ou Puis eux, c'est limite leur seule sortie de la semaine ou leur ça truc dépend, qu'ils attendent depuis le début de la journée. Donc, tu as aussi un peu cette responsabilité de te dire eux, donc, ils sont en fait, là tu pour vois, ça. je me piège comme ça, moi. Mais c'est bien. Mais et ce que j'aimais bien, par contre, et ce qui me manque vraiment maintenant dans le CrossFit, c'est pas forcément tellement le programme du CrossFit, parce que en fait, en soi, ça me manque pas beaucoup. C'est plus la fatigue du nous, où en fait, tout le monde lançait un timer. Ouais, tu kiffes. Tu vois, par exemple, quand on faisait des Murphs avec 30 personnes sur le Murph, c'était trop bien, tu vois. T'avais la musique et tout. Je me souviens que j'avais fait un Murph à CrossFit de Rive il y a 3-4 ans, et le patron de la salle, il avait mis une musique de G.I. Joe, je crois, ou de G.I. où ça faisait et tu sais, ça gueulait, tu vois, genre les trucs américains, et je me disais putain, t'es vraiment dans le mood bootcamp et tout, et ça m'avait boosté de ouf. Et j'ai refait un Murph il y a pas longtemps, et bon, j'ai pas tellement perdu en perf, mais si tu veux, la sensation était pas du tout pareille. Pas là, en plus, il y avait un autre coach qui le faisait avec nous, tous les coachs le faisaient en même temps, tout le monde le faisait en même temps. Bon, il y en a qui avaient fait des temps stratosphérique, mais là pour le coup j'avais, tu vois, un côté la fatigue du nous bien mieux, et je préfère de plus en plus la fatigue du nous que la fatigue du jeu, tu vois, parce qu'en fait je trouve que quand tu fais tout le temps de la fatigue du jeu, psychologiquement c'est usant. Psychologiquement c'est plus usant. Ouais, je le sens. Ouais. Je le sens.
Donc je pense que tu vois, tu as une meilleure discipline que moi d'un point de vue training, tu vois, parce que Ouais, c'est vrai c'est que possible. moi, un training tout seul, ouais, ça va faire. Après, moi, comme tu dis, j'ai l'habitude. Ça fait partie de moi, je m'entraîne tout seul, je mets ma musique. Après, maintenant, du coup, l'avantage, c'est que vu qu'on a la salle à la maison, ma copine s'entraîne également. Et je vais. Donc là, tu fais de la fatigue du nous, là. Voilà, des fois, par exemple, les week-ends, les samedis, on se dit, allez, on se lève tôt, fin de matinée, on va se faire une petite séance. C'est la séance, elle est un peu plus cool. Je fais moins d'exo, c'est entre guillemets mes séances light, et on est deux. Du coup, on discute. Vous Des passez un fois, bon on moment, fait quoi. même la même séance. Du coup, je la pousse, elle me pousse, et tu passes un bon moment. Tu mets un peu moins la performance. En général, c'est mes séances un peu récup, où je mets des exos un peu accessoires que j'ai pas trop le temps de faire de la semaine. Et tu profites. Et je suis plus content d'aller m'entraîner dans ces moments-là que de me dire ah, aujourd'hui c'est mercredi, faut que j'envoie une grosse séance bas du corps, ça va taper, ça va faire mal. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. Après, tu as aussi le combo d'être avec quelqu'un où tu as le rival sportif, oui, tu vois. oui, là où tu te tires vers le haut. Tu tires vers le Ouais, haut. ouais. Je sais pas si tu te souviens du Metcon qu'on avait fait à, Ouais, à j'allais te Fitness demander, Park. là, tu le mets dans quoi? Parce que Là, je le mets dans la c'était fatigue du jeu, là. Il Non, n'y la avait pas de fatigue. musique, il n'y avait rien. C'est de la fatigue du jeu, mais en même temps de la fatigue Ouais, du nous, c'était un parce mix. que T'étais face à toi-même et on était ensemble, il n'y avait pas de musique, pas de musique. il faisait noir. Il faisait noir. Il faisait noir. On avait une haltère. Ouais. Et Et des burpees à faire, Et des des burpees. snatchs. Je sais plus c'était quoi, c'était des 15 arrachés droit, 15. Non, 21 arrachés bras 21, droit, 15, 9. 21 burpees. Voilà. Pareil, bras gauche, après 15 et 9. 21 burpees, puis 15, puis 15, Oui, puis. oui, Ouais. oui. Et, Ouais, c'est ça. et on n'avait pas de musique, on n'avait rien. On Et s'était pour à peine échauffé. on Ça avait s'était à duré peine 20, échauffé. 20 minutes en tout. Et on on s'était saignait de la gorge. on s'était regardé pendant 40 minutes sur le parking en mode ouais, on a peut-être abusé de pas s'échauffer et tout. Et je crois que 2 semaines après, tu sais, j'avais en cours un peu un goût du. Tu sais, pas de sang, Ouais, mais. c'est ferreux. Hein. Ouais, ferreux. Un goût un peu. Et j'en avais ferreux. discuté avec le médecin avec qui je bosse. Il me dit ouais, bah, en fait, tu t'es arraché le 3 Ouais, alvéoles, oui, donc oui. c'est super. Faut C'était nickel, faut recommencer, quoi. C'était nickel. Donc échauffez-vous avant de faire des conneries comme Ouais, nous. faites pas de conneries. Mais ok. J'aimerais bien finir le podcast avec des petites questions clivantes. Vas-y. Donc j'ai préparé quelques petites questions clivantes. La première, c'est la salle de sport est-elle devenue un divertissement plus qu'un outil de santé? Je pense. À cause des réseaux, notamment. Je me rappelle quand on s'entraînait ensemble, ou peut-être un peu après, c'était en été. J'allais m'entraîner à 15h. Du coup, l'été, c'était les vacances scolaires pour pas mal de jeunes. Et c'était la montée du powerlifting. En France, ça avait pété de ouf. Même si c'est encore très haut, mais là, ça pétait de ouf. Tu rentrais dans la salle, tu avais 5, 6, 7 trépieds. Tout le monde était en train de se filmer. C'était catastrophique. Toi, tu arrives là-dedans, tu veux t'entraîner. T'es dans le champ de 4 caméras. Limite, tu vas te faire embrouiller parce que tu es dans le champ d'une caméra. Enfin, en fait, mec, si tu veux te filmer, respecte les autres, quoi. Ouais, non, mais oui, effectivement. Et c'était trop chiant. Et qu'est-ce que tu penses du fait que, tu vois, les salles comme On Air, ils ont optimisé le Lightning pour faire des posings et tout? Pour les réseaux. Ouais, pour Et les pour réseaux, flatter l'ego des les gens. réseaux, plus en fait, après tu mets le logo derrière C'est et ça. en fait. C'est ça. Et tu vas voir les gens sur les réseaux incroyablement dessinés, secs, énormes. Et en vrai, c'est moins le cas. Souvent, c'est moins le cas. Ou pas le cas du tout. Ouais. Parce que le Lightning, il est optimisé de ouf. L'angle du téléphone ou de l'appareil photo, il est optimisé de ouf. La luminosité, elle est optimisée de ouf sur la photo. Et tu ressors ultra sec, ultra dessiné. Alors qu'en vrai, c'est juste du paraître. Alors que tu as des mecs qui paraissent pas du tout solides, qui en fait le sont. Bien sûr. Tu vois, Mais quand tu t'entraînes dans une petite salle, dans une petite ville, là où je m'entraînais, t'avais des mecs, des machines de guerre. Et pas de vidéo, ils avaient le vieux débardeur qui date des années 80. Ouais, genre collège. La marque, c'était Yalouz, je crois. T'as connu la marque Yalouz. Ouais, je vois très bien. Les gars, C'est c'est le des prof de machines sport guerre, du coin, t'as encore le Ouais. truc lycée. Il a des events, c'est des autoroutes sur le biceps. Ouais. Et à côté de ça, t'as des gens. Le débardeur du lycée, section sportive. Ouais, voilà, tu sais. c'est ça. Ouais. Ou le truc du semi-marathon qu'il a fait 20 ans plus tôt. Ouais. Et oui, non, effectivement, pas toutes les salles, mais je pense que beaucoup de salles, entre guillemets, commerciales, en fait, avec les réseaux, tout le monde se filme, tout le monde donne une fausse image du fitness et de la santé, quoi. je trouve, ouais. Okay. Mais après, d'un autre côté, ça ouvre également... ça tire du monde vers le fitness. Voilà, ça tire du monde vers le fitness, le sport. La course à pied, là, ça fait que de péter. L'Aerox, ça... Mais n'en parlons pas, parce que c'est... un truc de ouf.
Il y a le crossfit, même si c'est encore très présent. Le trail maintenant de plus en plus, donc ça reste un peu dans la course à pied. L'athlétisme. Donc d'un côté, les réseaux, ça t'ouvre vers le sport, ça ouvre beaucoup de gens vers le sport qui permettent de s'identifier à des gens ou se créer des modèles. Mais d'un autre côté, tu as également toutes les dérives des réseaux. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller en salle de sport parce que quand tu vois des gens qui sont là à juger, ils sont en train de se filmer, puis après ils jugent parce que quelqu'un est passé dans leur champ de caméra, ils postent ça sur les réseaux, ça fait du bashing et tout. Ah, c'est ridicule, il faut arrêter. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est honteux. 100% d'accord. 100% d'accord. Et il y a un Américain, je sais plus son nom, qui fait des réacts justement aux gens qui bâchent les gens en salle de sport et qui les assassinent. Et il met leur Insta en description et tout, et il les assassine sur leurs vidéos parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est juste inacceptable. Tu peux pas faire ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est atroce. Prochaine question. Quelle vérité dans le fitness va énerver pas mal de gens ? Je réfléchis, attends. Tu peux faire plusieurs niveaux d'atrocité. T'en as une en tête, toi, déjà, pour lancer la machine ou pas ? Moi, j'en ai une en tête, ouais. Vas-y. Les gens, ils font pas assez de force, en fait. Ouais. Pas assez de force, pas assez de zone 2. Et je pense que 100% des gens devraient être suivis par un kiné. En termes de quoi ? De prévention ? En termes de prévention, on a tous des déséquilibres, des petites douleurs qui traînent. Et si tu les traites pas, en fait, tu vas droit vers la blessure. Ouais, en mode, oui, alors après... Ça, je pourrais pas dire le contraire, tu vas me dire, mais en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est le rôle du kiné à plus ou moins quand tu as une douleur qui traîne Tu as une douleur qui traîne, oui, mais est-ce que, tu considères que le kiné, il doit avoir une vision aussi préventive que ça ? Je sais pas, c'est... Tu mettrais plus ça vers quoi, du coup Non, mais en fait, pas vraiment forcément que ce soit le kiné qui le fasse, mais que les gens aient une conscience corporelle, tu vois. Moi, je pense que, en vrai, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi, je pense que tu as toujours un moyen de trouver un déséquilibre. Après, ton déséquilibre, est-ce qu'il te gêne, est-ce qu'il te fait des douleurs ? Ça dépend, tu vois. Après, effectivement, si tu t'entraînes pendant 15 ans et que tu fais que de la poussée et que tu fais jamais de tirage... Bon, là, ça commence à être compliqué. Donc, effectivement, là, si au bout de 3 semaines de renfo, tu lui dis, tu sais, tu as le droit aussi de faire du tirage pour équilibrer ton épaule, là, tu vas couper, entre guillemets, le feu en amont. Oui. Mais dire, en mode révision des 50 000, tu vois, je sais pas si c'est forcément utile parce qu'en vrai, tu trouveras toujours quelque chose, tu vois. T'es jamais parfait, t'es jamais parfaitement aligné. Et je sais pas si après, tu mets pas aussi le patient dans un arrêt de développement. Tu vois, parce que imaginons quand tu vas chez le kiné, t'as quand même une notion de se dire, bon, moi, j'ai quand même dans un endroit où pour me soigner, tu vois. Et du coup, si tu penses soin, tu as certains patients qui vont avoir des raccourcis et se dire, je vais penser pathologie. Donc, ça veut dire que si je vais chez le kiné, ça veut dire que j'ai une pathologie, ça veut dire que je dois moduler mon training, tu vois. Ouais, alors qu'en fait, tu veux dire. En fait, tu peux avoir un déséquilibre sans que ça soit une pathologie, tu vois. Et c'est là-dessus où, en fait, tu as beaucoup de kinés qui font beaucoup de prévention. C'est quand même le but de ce podcast aussi. Mais je pense qu'il faut que la prévention, elle passe pas forcément par de la prévention mécanique d'un point de vue, je vais chez le garagiste, ou je vais chez le kiné, ou je vais chez l'ostéo parce que je sens que j'ai un déséquilibre et ça va me casser à long terme. Mais plus en se disant, OK, là, j'ai une pathologie, ça me fait mal, ça me permet de reprendre du recul sur mon sport et mon entraînement et du coup de corriger des choses, tu vois. Je pense que c'est plus le rôle du kiné de faire ça. Je sais pas. En vrai, je suis assez curieux de savoir ce que les kinés pensent de ça. Mon expérience perso, c'est qu'on m'a douleur à l'épaule. Elle m'a gêné des mois, voire même des années. Et j'ai rien fait. Il a fallu que ça empire pour que je me dise je vais avoir un kiné. Et derrière, il en a découlé que tu m'as refait le genou, que tu m'as refait la jambe, que tu m'as refait l'ischio derrière parce que gros déséquilibre que j'en avais même pas conscience. Et si j'avais pas été voir un kiné, j'en serais clairement pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Tu vois, Marcus, il dit la salle, c'est ton laboratoire. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans son approche, parce qu'en gros, il se dit, comme tu vas faire des mouvements de plus en plus compliqués, tu vois, ne serait-ce qu'un Cossack squat pour qu'il soit...
en fait, lui, il voit les choses comme ça, il se dit, mon approche, elle est orientée vachement, le sport, c'est un laboratoire, parce que ça te permet d'avoir une conscience de ce que tu sais pas faire, et du coup, tu développes toi-même ta propre conscience. Je pense que c'est plus intéressant pour un sportif de développer sa propre conscience que de déléguer cette conscience du corps à quelqu'un. Donc, plutôt que de dire tout le monde devrait voir un kiné, tout le monde devrait s'éduquer, à prendre conscience de... Ouais, mais c'est aussi le rôle du kiné, d'éduquer, tu vois, et de prendre conscience. Donc après, tu et vois... aussi entre guillemets, je vais pas dire de nos influenceurs, mais des gens qui relayent comment dire, la parole du fitness et du fitness fonctionnel. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, je pense que... Après, je suis assez curieux de savoir ce que les kinés pensent. Je veux bien, s'il y a des kinés qui nous écoutent, mettre ça en commentaire. Mais pour moi, la vision, ce serait ça. Ce serait... Le kiné, c'est un acteur de la prévention qui est indispensable, un acteur de la guérison indispensable. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais est-ce que il faut mettre de côté la connaissance du corps? Je pense pas. Du coup, ouais, ok. Ouais, mais du coup, pour revenir à la question que tu me posais, qu'est-ce que je dirais, moi? Effectivement, tout le monde devrait avoir une connaissance corporelle, tout le monde devrait travailler sa connaissance corporelle, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui ne font pas assez de mouvements fonctionnels et du coup qui ne mettent pas. Jamais vu ça. Ouais, bah alors après, est-ce que tu l'aurais vu Oui, j'ai une rôle de prévention, ouais. Mais est-ce que tu l'aurais pas connu par toi-même par rapport à l'approche que tu avais? Mon approche a changé grâce à toi. Donc c'est dans le sens là que je dis, j'ai traîné des douleurs et j'ai rien fait et il a fallu que j'aille voir un kiné pour qu'entre guillemets ça m'ouvre les yeux sur, là en fait mon entraînement il me convient pas ou il me convient plus. Et je change mon orientation, je m'oriente vers le training fonctionnel parce qu'on en a parlé et que du coup t'as joué ton rôle de prévention à ce moment-là. Donc c'est plutôt dans le sens là que je disais, les gens qui vont traîner des douleurs ou qui vont mal s'entraîner ou comme tu dis pas avoir conscience de leur corps, et vont peut-être aller voir un kiné ou un professionnel pour être suivi et orienté, c'est ultra important. Ouais, non, je suis d'accord. Ok. Question 3. Le meilleur âge pour investir dans sa santé, c'est quand? Dès le début. Ouais. Bon, là, il n'y a pas de débat. Voilà. Pas de débat. Pas de débat. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, c'est ça. Et le plus longtemps possible. Et dernière question, ça va clôturer ce podcast. Quel message adresserais-tu à quelqu'un de 30-35 ans qui hésite à s'équiper chez lui? Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Même, comme tu dis, un tapis pour juste faire de la mobilité, des étirements, des pompes, des tractions, des squats à vide, on s'en fout, bouger juste, ce sera que bénéfique. Ok. Merci pour ton temps, Mathieu. Merci pour tes connaissances et merci pour le podcast. Je vous retrouve donc dans 2 semaines. J'ai jamais dit encore en podcast les choses, mais le podcast il sort toutes les 2 semaines le lundi à 20h. Donc restez bien à l'écoute. Ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, on vous remercie, vous êtes les meilleurs. N'hésitez pas aussi à mettre du coup un commentaire, un like, un pouce. Vous pouvez demander à votre grand-mère aussi de rajouter des pouces. Allez-y, faites marcher l'algorithme, ça nous fait plaisir. La petite cloche qui va bien. YouTube. Et puis voilà, et on se retrouve du coup dans 2 semaines. Merci, à plus. Merci à toi.